Salut les gars, bienvenue au MVP Performance Podcast. Là, c'est bizarre, il n'y a pas Marc, il n'y a pas Bam. C'est là, qu'est-ce qui se passe? Je suis l'invité de la semaine. Les gars m'ont invité gentiment au podcast. Mon nom, c'est Nicolas Piermas. Je joue au football à l'Université Bishop. Puis, on a eu une conversation vraiment cool, entre autres sur ma présence sur les réseaux sociaux, sur le fait que j'essaie d'incorporer ça avec ma carrière de foot. On a parlé de plein d'autres choses aussi, la AUS, mon choix collégial, etc. Donc, venez écouter le pod, c'était excellent. Salut tout le monde, épisode spécial aujourd'hui parce que on est moi puis Marc, comme la plupart du temps, mais on a un invité. Puis c'est la première fois, je pense qu'on a un invité avec moi et Marc. D'habitude, c'est seulement Marc qui est avec quelqu'un ou moi avec quelqu'un. Mais je voulais vraiment pas manquer ça, Marc voulait pas manquer ça. Donc on s'est arrangé pour être là les trois. Nicolas Pierre Masse aujourd'hui sur le podcast. Nick est un joueur de foot, joue à Bishop en ce moment. Mais ce qui est vraiment intéressant de sa personne, c'est sa présence sur les réseaux, YouTube, IG. Puis, on va diriger la conversation vers ça aujourd'hui, right? Yes, sir. Merci, je suis choyé. Je savais pas que c'était le premier épisode où vous étiez les deux avec un invité, donc je vais le prendre. C'est beaucoup de pression, mais je vais essayer de vivre à la pression. Good. Je suis sûr que ça va bien aller. Pour commencer, j'étais pas là à la game. Marc était là à la game. Nick, t'étais sur le field. Saint FX, man. Bishop versus Saint FX. Marc m'a dit que c'était la plus grosse game de foot qu'il avait vue depuis à vie. Ouais. Wow. Ouais, c'était vraiment un match. C'est drôle, ma mère m'a dit la même chose. Ma mère qui, bon, pour sa défense, qui n'est pas venue à tant de matchs de foot, mais elle m'a dit que c'était de ma carrière, c'était le plus excitant qu'elle avait pu vivre. C'est le fait que c'est une grosse équipe, man. C'est une équipe qui n'a pas perdu en saison régulière dans notre conférence depuis 2019. OK, quand même. Qui part juste depuis ce moment-là, qui part en championnat, en demi-finale canadienne, là, comme on dit, Coupe UTEC ou Coupe Mitchell. Puis c'est une équipe qui, avec le même effectif là, cette année, largement. Ouais, c'est ça, que l'an dernier. Est allé compete contre Saskatchewan en demi-finale canadienne, puis qui... Oui, maintenant que t'en parles, là, ça m'en revient. Je pense qu'ils ont donné quand même une bonne game, là. Puis Saskatchewan avait une grosse team, là. Ouais, c'était 4e quart. Saskatchewan qui, l'année d'avant, s'était rendu jusqu'à la Coupe Vanier. C'est ça. Avec pas mal le même effectif. Ils reviennent, ils sont vus comme les favoris là, au Canada, si c'est pas pour genre Laval ou Western. Ils sont vus comme top 3. Leur QB gagne la conférence de l'Ouest MVP. MVP de la conférence de l'Ouest plutôt. Puis ils arrivent contre NFX, on pense qu'ils vont les planter. Puis au 4e quart, c'est genre 14-14 à 8 minutes de la fin. Ouais, je m'en souviens maintenant. Moi puis d'autres gars de Bishop, on est en train de crier Go X Go, là, chose bizarre là, dans notre salon. C'est weird, Exact. Ouais, c'est ça. Puis là, fast forward cette année, c'est la même équipe de SNFX, genre à 90%. Là. C'est pas mal tous les mêmes starters, le même depth, le même QB, le même RB, tu sais. Puis ils ont un gros team, puis ils sont en maturité. Exact, puis ils sont rank 6e au pays. Nous, on venait d'être rank 10e la semaine d'avant. Puis on est allé en triple overtime, man. On a perdu par un field goal à la fin. J'ai déjà été dans une game, triple overtime. Marc rit, man, parce que c'était contre Marc, justement. OK. C'est quand on les a sortis back then, collégial, j'étais à Garneau. Puis on jouait Vanier, on était les major underdog. Il était poche. Honnêtement, man, ben, personne disait qu'on était poche à part Marc. Mais ouais, c'était fou. Le seul triple overtime, c'était ça. J'étais à VC, puis on en parlera tantôt parce que t'as joué 1 an ou 2, je pense, à Vanier aussi. Exact. Mais on a ça me surprend que t'es allé à Vanier. Ouais, excuse de te couper, là. Non, mais à la base, je suis... Non, je suis pas de Québec. Je suis déménagé à Québec pour Laval. OK. Tu rencontres une fille à Québec, tu restes à Québec, I guess. Ah, mais à la base, je suis de la Rive-Nord aussi. J'ai grandi Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme, puis ma mère est maintenant à Blainville. Fait que dans les options logiques qu'il y avait pour moi pour le cégep, il y avait comme Montmorency puis Vanier, probablement un petit peu comme toi. Lionel Groux était pas dans le picture, il était Division 2, fait que ça m'intéressait pas à ce moment-là. Finalement, j'étais vraiment à ça d'aller à Momo parce que c'était Polo le head coach à ce moment-là, puis comme il était en train de builder quelque chose de vraiment nice, puis finalement j'étais allé à Vanier, c'est Chuck qui il a fait une méga job de recrutement, honnêtement. J'étais à
Ouais. J'étais legit à 5 minutes de commit à Momo. J'étais dans l'auto. Je m'en allais au indoors practice à ce moment-là. Puis j'avais comme, dans ma tête, j'allais signer ma lettre d'intention. Puis Chuck m'a appelé. Finalement, il a dit, viens faire une dernière pratique. Il m'a comme convaincu à faire une dernière pratique à VC. Puis finalement, c'est ce qui a fait que je suis allé à Vanier. Je parlais pas un mot d'anglais ou rien avant d'aller à Vanier, là. C'était comme loin de mon comfort zone. Ok, c'est fou ça. Maintenant, c'est drôle, Chuck. Ben, oui, il m'a coaché à Vanier, mais maintenant, il coach à Momo. Ouais, c'est fou. Exact. Ouais, c'est full circle. Mais c'est un Polo puis Chuck. Ouais, cool. Polo puis Chuck, c'est deux méga recruteurs. Honnêtement, les deux sont excellents à recruter. Fait que... Ben, même quand j'étais à Vanier, c'est Chuck qui ramenait les Québécois francophones à Vanier, là. C'était classique. Ouais, exact. L'année avant moi, il y avait eu 3-4 gars de Québec qui étaient venus, un gars de Chicoutimi qui était venu, ce qui est comme jamais vu à Vanier, puis on n'en voit plus. Là. Depuis que Chuck est plus là, il n'y a plus de gars de Québec ou peu importe qui se retrouvent à Vanier, finalement. Mais il y a très peu de coachs francophones déjà pour, c'est déjà compliqué de communiquer. Voilà. Ouais, exact. So, les trois, on a déjà vécu un triple overtime en game. J'ai su le seul qui a gagné un triple overtime dans le room. Malheureusement. Ouais, malheureusement. Nick, man, comment ça s'est passé pour toi, man? Moi, je me souviens, troisième overtime, man, j'avais des crampes dans les cuisses, crampes dans les mollets quand je prenais mon stance de defensive back. Mais, man, j'avais pas le choix, man. Fallait que je fasse un exploit parce que la game était sur nos épaules. Man, comment tu l'as vécu, man? Ça devait être un gros moment sur le field aussi. Ouais, c'est sûr que, bon, mentalement, c'était difficile. Il y avait des hauts puis des bas. Il y a beaucoup de moments où on pensait que la game était finie, où on pensait que ça y est, on l'avait gagné. Fait que moi, je suis, bon, autre que receveur, je suis holder sur field goal. Puis sur le triple overtime, Marc, tu sais, t'étais là, mais Bam, peut-être pas. Tous les points en triple overtime ont que été par des field goals. Il n'y a pas eu de touchdown. Dans les 3 overtime, plutôt. Fait qu'il fallait vraiment que je reste poise parce que c'est ça, c'était tellement une job facile, holder, mais comme c'est facile, ça devient difficile dans le sens que si tu l'échappes, c'est comme t'as échappé le match, genre. Donc, c'était vraiment plus une question de rester stable dans ma tête pour m'assurer que si on fuck up le kick, on le fuck up parce que le kicker l'a raté ou le long snapper, mais ça sera pas parce que j'ai pas holdé, genre. Ça, c'est très important pour moi. Mais physiquement, ça allait parce que je vous plug vite fait, là, mais on a Kramer puis Mascotte dans notre équipe qui sont des gars de MVP Nutrition. Puis ils sont très très forts sur comme les gars, buvez ça, mangez ça. Fait que moi, justement, le matin avant le match, j'ai pris une scoop de sel avant de boire mon eau, chose que je trouve tellement dégueulasse. Mais ça m'aide à être hydraté. Puis je prends... C'est Kramer qui m'a fait prendre ça, là, je sais même... C'est... Neurobrain Factor, hein? Ah non, Magnésium puis Oméga 3. Ça, c'est deux trucs que Kramer m'a fait acheter. Nice. MVP pour ça, physiquement, ça allait. Ouais, non, je te dis, vous avez une influence. C'est comme ça que je vous connais, en vrai. Fait que, Shameless plug. C'est aussi deux gars que j'ai trained durant une partie du off-season, là. So, pas surpris, man. Les gars, ils battent. Tu vois? Fait que, physiquement, je pense que ça allait. Vraiment, pour tout le monde, là. C'était nice, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain trend dans le vestiaire à Bishop. Il y a une belle culture, là. Je pense que c'est l'équipe où est-ce qu'on a coaché le plus de gars dans la dernière année, à ce niveau-là, nutrition tout ça. Ouais. Je veux pas dire n'importe quoi, mais je suis pas sûr que c'est top 1 ou 2 les équipes où est-ce que il y a plus de gars qu'on a coaché one-on-one dans des groupes, puis tu le vois, il y a des habits qui se build, là. J'ai vu après la game un paquet de gars qui portaient les nose strips parce qu'on a parlé de ça dans les dernières semaines sur Instagram. Là, je sais qu'il y a un paquet de gars qui prennent le Neurobrain Factor avant les games pour être plus concentrés, qui time leur caféine, qui prennent des dosages de caféine avant les games. C'est comme plein de petites choses qui se font dans le vestiaire que probablement que c'est une petite communauté de gars dans l'équipe qui s'en parlent et qui font toutes les mêmes choses. Puis, mais ça influence plus large. Puis non, c'est sûr. Un truc qui est cool à Bishop que je veux pas parler d'autres programmes nécessairement où je m'y connais pas, mais j'ai l'impression que ça peut être différent des équipes dans le Grand Montréal. C'est que presque personne vient de la région. Donc, veut pas, on est tous en appartement. La majorité des gars, je suis un des seuls qui habitent pas vraiment proche du campus. J'ai choisi d'habiter en ville, mais puis, tu sais, je suis quand même tout le temps avec les gars, mais les gars sont très, très, très... Les gars vivent en communauté, en fait. Les voisins à ta droite, c'est un coéquipier. Le voisin à ta gauche, c'est un coéquipier. Tu traverses la rue, c'est un coéquipier. Donc, veux pas, je pense... Tu sais, les gars vont faire l'épicerie ensemble. Ceux qui n'ont pas de char, ils se font pick-up pour aller faire l'épicerie. Ouais. Donc, même si, on va dire, il y a seulement 10 gars qui suivent MVP Nutrition, MVP Performance, ce qui est déjà vraiment beaucoup, ben, directement ou indirectement, ils vont influencer plein d'autres gars dans l'équipe qui vont voir comment, OK, tu fais ça, mais pourquoi tu le fais? Ah, ben,
ça aide pour ça. Puis, tu dis à un athlète que quelque chose va l'aider dans sa performance, souvent il va le faire. Là. Ouais. Okay. C'est quand même cool. On vient à la game. Parle-nous où est-ce que c'était plus dur dans la composante mentale. T'sais, est-ce que toi, c'est faire la séparation entre faut vraiment que tu sois all out, comme élevé en énergie pour quand tu joues comme receveur. Puis là, faut que tu t'arrives à vraiment comme calm down pour faire ton pin parce que tu peux pas être super excité à ce moment-là. Comme, à quel niveau, cognitivement, mentalement ou même émotionnellement, cette game-là était plus tough pour toi? C'est vraiment au niveau émotionnel dans le sens que à un moment donné, pour ceux qui savent pas, vous, je présume que oui, mais tu sais, les règles overtime, c'est pas comme la NFL. Dans le fond, on est à la ligne de 35, donc c'est terrain écourté. Puis l'équipe qui a possession a la chance de soit faire un field goal, soit marquer un touchdown, soit marquer un touchdown et un two-point conversion. Puis là, l'autre équipe doit matcher. Tant qu'elle match, on continue. Si elle match pas, t'as gagné. Si elle fait plus que toi, t'as perdu. C'est fou. Puis, ouais, c'est quelque chose. Puis ça flippe. Ça, c'est quelque chose qu'on savait pas, I guess. Si c'est toi qui commences en offense, puis l'autre équipe va en defense, prochaine drive, c'est toi en defense, puis l'autre équipe en offense. Fait que l'offense a 2 drives back-to-back si on passe au exactement. Et la defense aussi. Merci Marc, parce que là, j'étais un peu perdu. J'avoue que je l'ai pas expliqué de manière excellente. Donc, le moment du back-to-back, il est un peu tough sur le cardio. Ouais, c'est clair. Puis le moment l'inverse, quand c'est ta défense qui va back-to-back, t'es juste trop en train de penser. Tu sais, un match de foot normal, on est tellement tout habitué de le vivre que, bon, j'ai pas le temps de penser next drive. Mais là, on dirait que j'étais sur le sideline, puis comme, tu sais, rien, j'ai pas perdu le contrôle et tout, puis j'ai fini par bien jouer, mais j'étais comme... Non, mais c'est la première fois que t'es aussi longtemps off, puis que t'as autant de temps pour regarder la défense. Dans le fond, c'est 2 fois plus long, là. Exact. Fait que c'était ce côté-là de la chose. Puis pour les holds, c'est vraiment juste de... Moi, je veux penser à rien quand j'arrive pour le hold. Alors que quand je suis en train de jouer au foot, tout le monde est différent, mais moi, ma personnalité de joueur, c'est au contraire de penser à tout. Mon alignement, tout le film que j'ai fait pendant la semaine, comment il est placé le débit, le play count de mon QB. Mon coach a call ça à ce down and distance. Donc, qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir? Est-ce qu'en ce moment, je suis vraiment targeté sur le jeu ou est-ce que je suis plus un decoy? Est-ce qu'il faut que je pousse mon défenseur parce qu'on va donner la balle sur un PO? Alors qu'un hold, je pense à rien. Donc, c'était de réussir à aller rejoindre ces deux moods-là in such a high stakes environment parce que overtime, tout est important. Alors que, oui, tous les snaps sont importants dans une game, mais soit tu mènes par 20, soit tu perds par 20, soit... Il y a tout le temps OK, en ce moment on mène ou en ce moment on perd, alors que là, c'était tout petit jeu va changer genre cette game-là, tu sais. On a vécu une game un peu similaire, là, moi puis Marc, mais en tant que coach, dans le sens que drive après drive, l'offense de chaque équipe répliquait, puis le score était tout le temps comme... C'était tout le temps, presque tout le long de la game, c'était une one-ball game. Fait qu'il fallait que la défense d'un bord ou de l'autre step up pour faire un jeu pour finalement que ce soit un two-ball game, puis que le shootout continue, mais que le temps finisse, puis que l'autre équipe comme ait plus assez de temps pour matcher le score. Malheureusement, on l'a perdu elle aussi. So props à Saint-Jean qui ont joué une grosse game. Ah, c'est la game cette semaine, là? Ouais, exact. Ouais, j'ai vu les scores. Vous étiez, je veux pas, mais vous étiez vraiment favori, là. Moi, je me rappelle, tout le monde disait, Limoilou va rouler Saint-Jean. Shout-out, désolé. Mais shout-out à Saint-Jean pour cette performance. On va leur donner, man. Ils ont joué une bonne game, ils ont gagné, man. Ils ont le droit d'avoir les props. Ils ont show up, puis tu sais, au final, ils ont joué une meilleure game de foot que nous, ils ont gagné la game. Les deux, vous coachez à Limoilou? Ouais. Sam est là depuis 2019, je pense. Moi, je suis là depuis l'an dernier. Mais Saint-Jean, honnêtement, c'est tout à leur mérite. Là. Si je ne me trompe pas, ils ont fini dernier ou avant-dernier l'an passé. Ils ont une saison difficile. Cette année, tout le monde s'attendait à ce que ce soit la même chose. Ils ont perdu leurs 2 premières games. Puis depuis, ils ont battu CNDF, ils ont battu Limoilou, ils ont battu CVM. Puis ils font une grosse job, honnêtement. Ils ont certains atouts, certains athlètes. Ouais. Ok, excuse, t'as coupé un peu, Marc. Ouais, ça a gelé un peu, Marc. Tu recommencer? Ouais, j'ai mis un markdown, je vais le couper au edit. Ah, parfait. OK. Mais en gros, je disais que Saint-Jean, à travers la saison qui était partie 0-2, qui était underdog depuis le début de l'année, ils ont battu nous, CNDF vieux, en game back-to-back. Ils sont 3 wins in a row. Puis JP Bégin, qui est un gars avec qui Bam puis moi on a joué, qui est le head coach là-bas, fait une très belle job. Puis ils ont certains tools offensivement comme incroyable.
Je voulais faire un shout-out, là. Je pense que c'est la première fois qu'on fait un shout-out à un athlète sur le podcast, mais Nathan Carignan, je le connais pas personnellement du tout, mais le gars, c'est un animal, là. Comme, il est on pace pour briser les records collégiales Division 1 de touchdown, de receiving yard. Ok, wow. Le gars est Je pense excellent. qu'il a fait 300 verges dans le game. Pouf, Ça peut. ok. Oh, mais j'ai pas vu les stats, j'ai pas vu les feuilles de match. Là. Les stats, tantôt, n'étaient pas sortis sur le site du RSEQ. C'est tout le temps trop long. Là. Mais honnêtement, man, il a fait beaucoup de verges. C'est fou ça parce que... Facile au-dessus de 200. Là. Oh wow. C'est fou ça parce que U-Sports, je sais pas pour les autres conférences, mais AUS, les stats, ils sortent instantanément. Ils sont même, j'ai découvert ça cette année, parce que cette semaine, parce que quelqu'un me l'a dit après le match, mais ils sont même en live. Sort vite. Ils sont live, ouais. Il y a comme un live coverage. Ouais. Je pense que la grosse différence, c'est qu'au RSEQ, c'est des bénévoles qui les prennent à la main sur une feuille jaune et rose. Là. Au collégial, d'accord. Ouais, au collégial. Excuse-moi, j'ai dit RSEQ, mais c'est au collégial. Puis à la fin de la game, ils donnent ça au coach, puis c'est comme, bon, ben, allez rentrer les stats ou donnez ça au gars des stats du RSEQ, je sais pas exactement. Ça va se faire le lundi après quand tout le monde est rentré au bureau, genre. Ouais, genre. Puis il y a un deadline, puis des fois, c'est peut-être la dernière chose sur le task list. Il faut que tu corriges la game, tu prépares la semaine d'après, il y a un paquet d'affaires que tu veux probablement faire avant de dire, bon, mais là, il faut que je rentre les stats, puis à some point, c'est comme, ok, ben là, il me reste 50 minutes à rentrer les stats, c'est de do it, puis c'est probablement comme ça que ça se fait souvent, là, mais à tous les lundis, j'essaie d'aller les voir, puis on les voit pas, mais en tout cas. Tout ça pour dire que c'était une grosse game qu'ils ont joué aussi. Là. Puis, Bam, tu coaches les DB à Limoilou, puis Marc, tu coaches quelle position? Je coach les linebackers. Ok, Puis je coach les special teams aussi. Là. Dope. Ouais, je coach les DB. Les DB, on s'est fait manger. Là. Pas notre meilleur game. On va être back. On va être back. Ouais. On ferme-tu la parenthèse de foot du week-end? On était rendu à parler de notre défaite, on va parler d'autres choses. Ouais. Vous avez vu comment j'ai flippé la situation? Ouais. Des fois. So, avant le pod d'aujourd'hui, je suis allé voir un peu ton profil. Okay? Il y a 2-3 trucs qui pop. Premièrement, on voit des clips où est-ce que tu passes des gants d'entrevue, style vraiment YouTuber, vraiment professionnel. Je veux qu'on parle de ça. Parce que c'est pas usuel pour des gars qui sont actifs, qui sont encore aux études, qui sont encore des joueurs actifs, d'être aussi impliqués dans leur carrière, dans leur choix de carrière, si je peux le dire comme ça, ou dans ce qu'ils veulent accomplir dans leur vie professionnelle. So, première question, là, c'est je savais pas comment te qualifier. Est-ce que tu es YouTuber, vlogger? Est-ce que tu es podcaster? Comment on explique ça aux gens qui nous écoutent live? Merci vraiment pour le commentaire sur la qualité du contenu. J'ai beaucoup d'aide de mon associé, mon bon ami Léo Sartel, que je sais que vous allez passer sur le pod bientôt, donc je ne vais pas trop parler de lui, mais dans le fond, moi je fais pas de YouTube. J'ai pas de chaîne YouTube. Okay. Je collabore beaucoup sur la chaîne à Léo quand il y a besoin de moi, mais ce que je fais moi en ce moment à mon nom, c'est le podcast en collaboration avec Léo. Puis c'est sûr que j'essaie de vraiment avancer mon Instagram parce que je pense que c'est juste... j'ai lu dernièrement, là, puis ça m'avait marqué, qu'on est passé un peu d'une économie comme de capital à une économie de l'attention. Puis il y a du monde qui voit ça comme négatif, mais plus tu es capable d'engendrer de l'attention idéalement positive sur un, puis ça veut pas dire les gens veulent savoir mes potins, mais plutôt comme vous, par exemple, vous avez l'attention des joueurs de foot qui cherchent à avoir des informations sur leur nutrition, leur performance, puis peut-être tout ce qui est mode de vie sain autour du foot. Et ça, c'est de l'attention, puis on pouvait leverage cette attention-là et éventuellement la monétiser. So, ce qui, en fait, je vois ce que j'essaie de faire avec mon Instagram tant qu'à l'utiliser. C'est ma génération qui l'utilise tous, comme pour le plaisir et tout. Ben, malheureusement, quand tu utilises Instagram pour le plaisir, j'ai un peu l'impression que tu te fais utiliser par Instagram. Carrément, man, parce que tu contribues à leurs produits, là, gratuitement. Là. C'est ça, tu ne fais que consommer, genre. Puis moi, j'essaie de produire ça, tant qu'à l'utiliser, tant qu'à suivre cette chose que tous les gens de mon âge font, c'est comme un peu normalisé. Ben pourquoi pas
créer du contenu qui pourrait ensuite m'être utile, puis aussi créer du contenu que je pense qui est positif. Fait que, si, en gros, en ce moment, je me considère comme athlète, t'es joueur de foot, étudiant athlète au foot, qui a aussi un podcast, puis qui essaie d'avoir une présence sur les réseaux, mais je me vois pas comme un YouTuber. J'ai pas cette prétention, c'est un vrai travail, genre que je suis pas, Ok, je suis pas je encore comprends là. bien. Ouais. Donc, pour live, tu continues de te concentrer là, comme athlète, Ouais. comme pour ta carrière de foot. Puis, si on veut, c'est plus secondaire en ce moment. Le temps, l'investissement que tu mets sur ta page IG ou sur le podcast. Mais une chose est sûre, c'est que tu as compris que tu voulais bâtir un capital de l'attention pour peut-être éventuellement le monétiser. Dans le sens Exact. peut-être Exact. utiliser ton personal branding pour faire whatever qui va te tenter quand tu vas le savoir, right? Ouais, puis je veux même pas nécessairement le monétiser, je veux pouvoir le leverage. Dans le sens que, bon, tu sais, je suis un étudiant athlète, right? Fait que je suis, comme tout étudiant athlète, on n'est pas les gens les plus riches souvent. À part c'est nos parents, des fois, ils sont bien nantis. Nous, en termes de comme ce que nous, on a à nos noms, on est souvent très pauvres même. Donc, ça fait plusieurs étés que, avant d'avoir mis un peu plus d'attention sur mes réseaux, ça fait plusieurs étés que je dois me trouver une job-in d'été. Puis tu sais, je commence à... Moi, j'ai 24 ans, je commence à avoir un certain âge où il faudrait que tu aies une job sérieuse pour commencer à préparer ta carrière, sauf que la majorité des gars de foot de mon âge, à part ceux qui ont des jobs connexes à leur programme d'études, ben, ils sont encore en train de faire serveur l'été, ou genre entretien paysager, ou genre une job de vente, parce que tu peux une job de vente, c'est exponentiel. Mais après, à chaque année ou presque, ils quittent vers automne, puis après, ils se trouvent une autre job l'année d'après, ou, bon, des fois, la personne les rengage, mais tu sais, il n'y a pas un réel growth dans le marché du travail comparé à l'étudiant normal, qui lui, va juste à l'école, puis est en train de bâtir son LinkedIn, puis tout. Fait C'est pas comme... Il n'y a pas plus de croissance que quelqu'un qui est au secondaire puis qui travaille ses étés là, au camp de jour ou à ton de la pelouse. malheureusement. Juste parce qu'ils ont plus de temps. Là. Ils sont encore à ce stade-là. Là. Exact. Fait que, tu sais, c'est un peu... C'est dommage. C'est pas tout le monde, mais la majorité, c'est ça. Puis je me trouvais dans ce bassin-là. Puis j'étais comme, ben... Tu sais, c'est plate. Genre, j'ai l'impression que le foot, que j'adore, puis qui me passionne, vient à l'encontre de, comme, mes projets professionnels ou, comme, ma vie... tu sais, ma vie hors foot. Puis c'est là que j'ai comme eu un déclic à travers, comme je dis, mon ami Léo, de, ben, pourquoi tu ne serais pas le foot à ton avantage tout en continuant à faire tes affaires correctement. Tu sais, je rate pas de pratique, je suis impliqué, je fais mes livres, tout ça. Mais, puis je performe, je suis chanceux aussi, mais pourquoi tu mergerais pas les deux? Puis cet été, j'ai pu faire gérer toutes mes dépenses en coachant des jeunes receveurs puis en même temps, j'allais fill un need, je pense, qui avait besoin, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui m'ont contacté pour le faire. Puis c'est ça que je dis, pour moi, c'était pas vraiment de la monétisation, c'est plus du leverage. J'ai une plateforme un peu dans le monde du foot québécois, aussi petite soit-elle pour l'instant. Puis j'ai aussi du knowledge à donner parce que je suis un joueur universitaire, puis il y a des kids qui le veulent, fait pourquoi pas comme. Puis il faut que je paye mes billes. 100%. So, si je comprends bien, tes receiver workouts, c'est bien ça que tu as donné cet été. Ça a été comme une première occasion de leverage dans un aspect professionnel ce que tu fais sur IG. Exact. Pour moi, c'était concret. Parce que ben, le fait que j'ai une présence réseaux sociaux puis YouTube, puis que des jeunes me connaissent, malgré que je suis pas le meilleur receveur au Québec là, en termes de stats. Là. Fait que mais ils m'ont contacté moi parce que je suis peut-être celui qu'on connaît le plus sur les réseaux sociaux. Exact. Puis on sous-estime la présence des réseaux sociaux, surtout sur les plus jeunes. Je suis un peu plus jeune que vous. Fait que peut-être, je sais pas, moi, vous avez eu votre premier cellulaire à quel âge? J'étais en secondaire 5, puis c'était un flip phone. Là. Il n'y vois avait pas d'IG là-dessus. Là. Tu vois, j'ai eu mon premier flip phone au primaire, genre fin primaire en 6e année. Puis si tu demandes aux kids un peu plus jeunes que moi, ils ont eu leur premier flip phone genre au milieu du primaire, sinon pas de début du... Ben, flip phone. Eux, c'était des téléphones Ils étaient déjà rendus au iPhone. Là. C'est ça. Mais puis ils ont eu iPhone ou iPod au milieu de leur primaire ou au début. Fait que c'est vraiment plus inculqué dans leur réalité à eux. Là. Vraiment, moi, je suis peut-être la dernière cohorte qui a connu le monde pré-Internet dans mon enfance. Ou tu sais, en tout cas, on n'avait pas Internet sur le bout de nos doigts. Eux, ils l'ont, là. Puis ce que je réalise de plus en plus, c'est de la même manière que quand moi j'étais petit, là, puis j'allais à une activité, je sais pas, organisée par la ville de Laval. Puis il y avait genre les acteurs de Ramdam. OK? Puis j'étais comme, oh shit! Je les vois à la télé. Quand des jeunes, ils voient genre un kid qui voit sur YouTube, tu sais, par exemple,
c'est la chaîne Léo Sartel sur laquelle je suis principalement. C'est pas ma chaîne. Sauf que je suis un personnage dans l'émission. Fait que quand je vais en France, puis il y a des qui disent « Oh my God, c'est Nick! » Puis tout, puis là, ils viennent me parler. C'est comme quand moi, j'étais jeune, puis j'écoutais Ramdam, parce qu'ils écoutent même plus la télé, ces enfants-là. Genre, c'est YouTube, là. Ouais, non, c'est ça. Ils sont plus sur Ramdan Tech. Je me souviens même plus du poste. Vrac TV. Vrac TV? Ouais. Télétoon. Télé-Québec. Télé-Québec, c'est ça. C'est plus ça, là. C'est IG, YouTube, Twitter, TikTok. Exact. Ouais. Ok, intéressant. Ça fait une couple de fois que tu parles de Léo Sartel. Moi, on sait c'est qui. Les gens qui nous écoutent, pas nécessairement. Qu'est-ce que Léo Sartel fait, puis quel personnage, ou quel est ton rôle dans ce que lui fait? Ok. C'est une bonne question. Léo, dans le fond, Léo Sartel, c'est un YouTuber français, qui est donc français de France, pour les Québécois, qui a commencé, je dirais environ quand il avait 16-17 ans, le foot américain. Sauf que c'était un kid qui a toujours été vidéaste, là. Tu sais, genre, il aimait ça. Artiste. Exact, tu sais, le kid qui avait une caméra toute full jeune, là, puis qui était dans les premiers à poster sur YouTube des vidéos, puis tout le monde était comme, what the fuck? Ok, ça, c'était Léo. Puis vers 17 ans, il découvre le foot en France. Quand même tard. Ouais. Ben, vous verrez que là-bas, quand vous parlerez avec lui, là, je vais pas dévoiler ses enfants, mais que là-bas, c'est très normal là, de commencer à cet âge-là. De plus en plus, ça rajeunit, même 17 ans, c'est comme normal. Puis, vous pas ces deux... Fait qu'il découvre le foot, il aime ça vraiment, puis il est chanceux, ça tombe que le club local de foot, ou genre de sa ville, c'est un des meilleurs en France. Puis ça, c'est de la pure chance. Donc, il rejoint l'équipe, ça se passe bien, puis éventuellement, il merge YouTube comme sa passion pour la vidéo avec le foot. Puis de là, ça a jamais arrêté. Puis aujourd'hui, il vit de contenu YouTube. Ça fait que c'est le... Lui, c'est un vrai YouTuber. Là. Oui, lui, c'est un YouTuber à temps plein. il vit de YouTube. Dans le fond, c'est le plus gros créateur de contenu football américain francophone sur Internet aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Toi, où est-ce que tu es rentré en contact? Comment tu as rencontré Léo? C'est-tu à travers sa chaîne que tu consommais son contenu ou est-ce que vous vous connaissez à travers certains contacts ou quelque chose? C'est une drôle d'histoire, dans le fond. Si vous me permettez de reculer un tout petit peu plus. Ouais. Moi, je sors du secondaire. Fait que je vais à un secondaire privé, moi, avec à 12 ans, là, je rentre au secondaire. Puis ma mère qui est d'origine haïtienne, pour elle, c'est extrêmement important que je vais à la meilleure école académique possible. Puis that's it. Genre, le sport, ça sera un extra. Genre, toi, tu vas aller au meilleur secondaire, après tu vas aller au meilleur cégep, puis tu vas devenir avocat ou genre ingénieur. Puis t'es allé à Vanier. Okay. Puis elle m'amène... fait que c'est ça. Fait qu'elle m'inscrit au collège Regina Sumta à Huntsic. Okay? Puis moi, à l'époque, j'adore le basket. Je joue au basket au primaire et tout. J'étais chanceux, j'allais à un primaire qui avait une équipe de basket. Puis j'arrive au collège Regina Sumta, il n'y a pas de basket. Sauf que ma mère, elle me l'a pas dit, là. Tu sais, elle voulait juste que j'aille à cette école-là. À l'époque, il était comme rank 2e à Montréal. Puis, je suis vraiment mad qu'il n'y a pas de basket. Tu sais, je suis un peu déçu. Puis finalement, je vois, bon, next best thing, il y a une équipe de foot américain. fait que je m'inscris au foot. J'ai joué pendant 5 ans. Je tombe vraiment en amour avec le foot. Mais j'étais pas bon, man. J'étais vraiment pas très bon. Okay? J'ai joué DB mes 2 premières années. On m'a switch à receveur. À receveur, ça allait un peu mieux. Ouais. Strong corner, tu sais, quand t'es dans l'école secondaire, t'es strong corner. T'es pas très bon. Exactement. Puis, tu sais, on était dans une mauvaise ligue en plus, là. Tu sais, on jouait en division 2B, genre, école privée. Il y avait même pas de stats. Puis, pour te dire, quand on me switch à receveur, on met Z. Fait c'est l'équivalent du strong corner, mais du côté de l'offense, là. Exact. Fait que je joue Z jusqu'en secondaire 5, puis je suis pas bon au foot comme ça, mais j'aime trop ça. Genre, j'aime tellement ça, puis je paye, justement, un peu plus rapport avec ce que vous faites hors du podcast, mais je me paye des trainers, je me paye des coachs de receveurs. Tu sais, je cherche tout le knowledge possible. Je m'inscris à la Coupe Spalding, alors qu'il n'y a pas beaucoup de gars de mon équipe qui allaient à ces affaires-là. Je fais les trials de Team Québec, etc. Puis vers la fin de secondaire 5, soudainement, I guess, tu sais, à un moment donné, veux pas, on devient... Parce que j'étais petit aussi, okay? J'étais pas particulièrement rapide, mais vers la fin de secondaire 5, la puberté rentre, tout ça, puis tout s'égalise un peu, puis tout le monde arrive à un point physique assez similaire. Ouais. Puis là, I guess que c'est un peu plus la technique qui prône la préparation physique, etc. Fait que, en secondaire 5, il y a les trials de Team Québec, je les fais. Puis je me rends jusqu'à la dernière cote à Bourget.
Puis je finis par, tu sais, je suis nommé, dans le fond, t'es comme réserviste Team Québec, là, t'as quand même l'argent du gouvernement, là, puis l'uniforme de Team Québec. T'es affilié à l'équipe. S'il y a un blessé, c'est toi qui est next in line. Exact, mais tu prends pas l'avion, tu sais. T'as le gear, genre, pis tu prends pas l'avion. Oh, c'est comme moi à l'Université Laval. Ah, Running gag du podcast. Non, t'inquiète. Ça revient souvent. Après, je connais pas ta carrière au complet, mais ne pas dress à Laval, c'est quand même pas la pire endroit où ne pas dress au pays, tu sais. C'est vrai. Voilà. J'ai quand même dress quelques games. Ah, voilà. J'ai ça à mon actif. Puis, fait que... où j'en étais? Ouais, c'est ça. Fait que je fais pas Team Québec à la dernière seconde. Pour ma défense, mon année, avec du recul aujourd'hui, était stacked, ok? Que vous connaissez un peu le foot québécois. Il y avait Kevin Mittal, Carl Chabot, Darius Simmons, William Marchand. William Marchand, ok, c'est Marchand, il est à Sherbrooke. J'avoue que depuis qu'il est à Sherbrooke. Ah, Darius Simmons, c'est le meilleur receveur de McGill. Numéro 10, je pense. Ouais, All-Canadian. Sa première année, on était allé voir une game ensemble, Marc. Puis il avait sauté la tertiaire de Laval, man. Il avait sauté la tertiaire de Laval. Il avait perdu. Je viens de vous nommer. Ouais, je viens de vous nommer genre des leading receivers dans genre 4 équipes de la RSEQ. Genre, tu sais, c'est quand même. C'est ça. Puis moi, personne savait j'étais qui, là, mais pas du tout. Mais tu sais, ça m'avait quand même fait vraiment quelque chose. Je l'avais pris sur le chest, puis j'étais comme, bon, j'ai montré que je suis pas mauvais, mais je suis encore pas rendu là. Ensuite, j'étais allé au... puis là, je me trompe peut-être dans le temps, là, mais j'étais allé au Showcase Athletic Academy, parce que j'avais pas vraiment de recrutement universitaire. Puis j'avais vraiment bien performé. Shout-out, je suis encore en contact avec lui to this day, Adrian Davis, de Athletic Academy. C'est vraiment cool qu'il permet cette opportunité-là à plein de joueurs. Ils le font encore, là, c'est la 21e édition. C'est pas n'importe quoi. J'ai vu ça passer aujourd'hui, justement. Il faut que je le share tantôt, là, justement. J'ai encore fait le story, mais excellente opportunité pour n'importe quel joueur qui cherche à être recruté au Québec. Fait que j'étais allé à ce showcase-là, puis j'ai été chanceux, j'ai sauté, sincèrement. Tu l'as sauté à quelle phase? Est-ce que c'était les one-on-one? Les one-on-one. Les one-on-one. Moi, je suis pas un testeur. Je suis pas particulièrement un athlète to this day. Je suis vraiment plus un technicien. Puis j'ai tué les one-on-one. Puis avec ça et aussi le fait que j'étais allé, comme je vous avais dit, moi j'avais fait tous les camps. Là. N'importe quoi de foot, j'y allais. Fait que j'avais fait Bruno Eppel, qui était une école de foot à l'époque, qui était vraiment cool l'hiver pendant une semaine. À Bruno Eppel, j'avais rencontré Thomas Bolduc, puis un gars qui s'appelait Guillaume Renaud-Dumoulin. Puis ces deux gars-là, eux, c'était des top recruits de la RSEQ High School Division 1. Puis eux, ils se faisaient recruter par Lennoxville, Champlain-Lennoxville. Puis Champlain-Lennoxville, ils venaient de gagner le Bol d'Or Division 1. Avec Marc-Antoine Pivin, que je pense que vous avez joué avec. Elle venait de péter tous les records. Puis jamais que Champlain-Lennoxville allait recruter Nicolas Permans qui jouait Z en secondaire 2B où il n'y a pas de stats, puis genre on sait pas c'est qui. Sauf que à travers cette performance à Athletic Academy, puis ces deux QB-là qui étaient comme oui, non, lui, on le connaît de Bruno Eppel, genre c'est un route runner, c'est un travaillant et tout. Champlain-Lennoxville le fait visiter, puis m'offre à signer une lettre d'intention. Donc là, en quelques mois, je passe de comme vraiment un nobody dans le monde du football québécois à, secondaire, là, à genre, oh shit, man, j'ai une offre qui pour moi était la meilleure équipe collégiale parce qu'ils viennent de gagner le Bol d'Or, tu sais, je savais pas que c'était des cycles, là. C'est ça. Puis moi, je suis comme, ils ont gagné, c'est la meilleure équipe. Donc, wow. Puis là, je dis à ma mère, je vais y aller, genre, moi, je vais faire la NCAA, là, tu sais, comme le déclic complet, là. Puis, parle en anglais à Lennox, c'est sûr que la connexion NCAA est meilleure, of course. Je fais la visite des recrues, ça se passe bien pendant un week-end. Puis c'est ça, je vois que les gars s'entraînent, il y a des ressources, c'est vraiment une école qui met de l'avant le football, tout l'inverse de mon école qui mettait de l'avant l'académique. Je me dis, ça y est, moi, genre, le sky's the limit at this point, là, c'est dead. Puis ma mère, pas qu'elle m'a découragé d'y aller, mais elle m'a comme mis les choses en perspective. Nicolas, t'as 17 ans, genre, t'as jamais quitté Montréal, t'as toujours grandi chez nous, tu sais pas cuisiner, tu vas sans tes amis, genre, qu'est-ce que tu fais? Puis, mais elle m'a laissé faire mon choix. Puis, j'ai choisi de pas y aller. Props à ta mère, parce que si elle mettait de l'avant le côté académique, man, tu l'as dit, man, Lennox met de l'avant le côté beaucoup le football, mais ça s'appelle aussi Lennox Vegas.
Ouais, puis j'y suis maintenant, tu sais, fait que Ouais, c'est maintenant ça. avec la maturité que j'ai, c'est ça qui est drôle, là. Puis oui, c'est un party environment, je suis sûr qu'il y a des gars, j'enlève rien à Lennox, là, il y a plein de gars qui réussissent scolairement, puis il y a plein de gars qui sont assez matures pour faire ce jump, mais je pense Ouais, que ma mère avait identifié à Exact. l'époque que je l'étais pas. c'est Puis, Ouais, bon, c'est un hein. gros elle a- challenge, là. voilà. Puis elle avait Tu bien raison. vois, Ouais, à ce moment-là, quand j'ai visité à Lennox, moi, ce qui m'a fait que j'y allais pas, c'est une des places, je pense que c'est moins comme ça que c'était, mais c'était vraiment reconnu pour le party. Puis j'ai eu la même vision autant en m'en allant au cégep en visitant Lennox qu'en allant à l'université quand j'ai visité Western. Puis les deux fois, ça me tentait, je faisais la visite, j'étais hyped up, j'étais comme, hey, je veux aller là. Puis tu prends un petit step back, puis je me suis juste dit, je suis vraiment pas assez mature en ce moment pour aller là puis faire les choses comme je devrais les faire. Fait que c'est là où moi j'ai mis le frein parce que pour de vrai, je l'aurais complètement échappé à la Lennox à ce moment-là, partir tout seul, c'est sûr, sur ça, j'étais pas prêt, j'étais pas mature pour ça. Là. je suis d'accord avec toi, puis c'est un truc qui m'a facilité à y aller après pour Bishop, parce que pour ceux qui ne savent pas, Bishop, c'est sur le même campus. En fait, le Knox loue beaucoup du campus de Bishop. Donc le Knox est vraiment comme à Bishop. Donc c'est le même campus, c'est le même environnement. Sauf que là, je rentrais à genre 21, 22 ans. Puis je me Ouais. suis dit, ben regarde, c'est l'opportunité que j'étais un peu déçu de ne pas avoir pris quand j'étais plus jeune. Là, je vais la prendre. Puis c'est le campus que j'ai tant voulu me dire, ah, si j'étais allé vivre là, tu sais. Ouais, Puis ouais. même là, tu sais, tantôt, je vous ai dit, moi, je vis pas à Lenox, j'ai fait le choix de vivre en ville. Puis c'était subconsciemment, peut-être, ben déjà, je suis un Montréalais, là, c'est un peu plus simple de vivre. Tu sais, c'était plus facile d'être downtown Sherbrooke, là, que Ouais. dans le village de Lennoxville. Mais c'était aussi une question de, tu sais, je pourrais aller party avec les gars quand c'est le temps de party. Mais quand c'est pas le temps de party, ben je vais être dans mon petit quartier résidentiel, genre Ouais, ça va pas Ouais. être plus loin du facile de dire centre-ville. non au bon Eh, moment, là. Exact. Puis aussi, vraiment, là, je le suis là, dans le campus de Bishop, puis dans l'équipe, puis on en parlait tantôt. Là, vous disiez comment vous avez vu que le vibe a l'air très sérieux dans notre locker, puis un vibe d'optimisation des performances. Ça a changé. Là. Je sais que pendant longtemps, c'était Mhm. win or lose, we booze à BU. Là. Je peux dire Ah ouais. qu'après le triple overtime, là, il n'y a pas beaucoup de gars qui sont sortis. Là. Les gars étaient en tabarnak, puis tout le monde est rentré chez eux pour on to next week. Fait Ouais. que ça a beaucoup changé. Puis aussi, je tiens à rectifier parce que je les connais quand même bien. Genre, coach Jonca, puis coach Dupuis à Lennox, c'est certain Ouais. du meilleur coaching que j'ai vu en collégial D1. Là. 100%. Moi, j'étais pas assez mature pour y aller, mais il y a plein de kids pour qui les gars sortent de Mhm. Lennox, ils sont recrutés partout au pays, si c'est pas la NCA. Donc c'est un excellent endroit. Là. C'est juste Puis, que ma mère avait peur pour moi. Comme t'as dit si bien, Marc, surtout à ouais. l'époque, il y avait plus le. Tu sais, t'écris le Knoxville sur Google, t'écris Party, là. Puis ma Ah ouais? mère, haïtienne, c'est ça qu'elle a fait. Ouais, ouais. Puis, en tout cas, à l'époque. Puis, ça l'a stressé. Fait que elle m'a comme convaincu de pas y aller. Aussi, j'avais des amis qui étaient comme recrutés par le Knox, mais beaucoup moins. Puis eux, après le recruit weekend, il y en a un qui s'est fait dire, tu sais, non, ça marchera pas. Puis il y en a un autre qui s'est fait dire, oui, viens, mais tu seras pas dresser cette année. Fait que les Hmm. deux, ça les a vraiment découragés parce qu'il y avait d'autres équipes de la région de Montréal qui, eux, leur Qui les offraient recrutait. plus. Qui avait comme un T'sais, plan pour eux. exact. Fait que, exact. Quoi que finalement, aucun des deux, ça a marché vraiment leur carrière collégiale. Fait que comme quoi, peut-être que le Knox était juste plus honnête que les Ouais. autres. Mais c'est ça. Fait que le fait que personne, tu sais, je me dis, s'il y a une personne qui allait avec moi, j'y vais. Mais là, il y a ma mère qui me dit, Mhm. Nick, t'es sûr? Puis j'ai pas d'amis qui veut y aller. I got cold feet, comme on dit. Puis je me suis dit, bon, j'y vais pas. Fait que là, what's the next best? Puis à travers, comme je vous ai dit, Team Québec puis le Showcase, finalement, j'ai eu un peu de recrutement pareil d'autres équipes. Mais c'était vraiment le Nox qui me recrutait le plus. Il y avait Saint-Jean qui m'avait parlé un peu, mais il venait de monter en D1. Il y avait Garneau, mais encore une fois, il fallait partir à Québec, tu sais. Puis je t'ai dit, ben, puis il y avait des équipes D2, des équipes D3, mais à l'époque, j'étais fixé sur la D1. Puis je me suis dit, ben, pourquoi je n'irais pas au même vibe que je cherchais, une école anglaise, Division 1, à côté de chez nous, je peux continuer à vivre dans la maison familiale. Oh, je vais aller à Vanier. Sauf que Vanier m'ont jamais parlé de ma vie, là. Tu sais, genre, ils Ah savent pas ouais? chez qui, pas en tout, non, rien. Fait que je me suis juste présenté à une pratique d'hiver, en gym. J'ai bien fait. Puis ils m'ont dit, ah, viens au bureau après la pratique. Puis ils m'ont Coach sorti, Pete. non, c'était coach Pete, mais c'était coach Joe, le OC, qui lui m'a comme demandé de venir Ouais. dans le bureau. Puis il m'a juste ouvert une photo sur son ordi de ma face qui commit à Lennox, parce que j'avais annoncé mon commitment à Lennox. Ah Tu sais, ouais? Vanier. Tu sais, Vanier. C'est Oups. comme, what's this? Tu sais, c'est pas les coachs les plus, genre, tu sais, souriants, mettons. J'étais ah, Non. ben, j'avais commis à Lennox, finalement, je veux rester à Montréal. Il m'a dit, ben, si tu veux rester à Montréal, c'est Vanier la place. Bonne journée.
Ah ouais. Ça finit Straight comme up ça, that. là. C'était ça mon recrutement à Vanier. Pour faire un long story un peu short, parce que j'ai quand même étiré, fouille-moi pourquoi, je suis quand même à la Vanier. Puis j'ai fait 3 saisons. Puis, comme vous voyez, je pense que vous pouvez guess ce qui s'est passé. Tu sais, j'étais bien content de m'avoir parce que j'étais pas un mauvais joueur de foot. J'ai dress toutes mes games. J'étais tout le temps comme 5e, 6e, 4e receveur, mais j'étais pas dans leur plan, là. Puis Vanier, c'est une équipe qui restack à chaque année. Tu te rappelles, c'est en quelle année que t'es rentré à Ouais, Vanier? je suis rentré à Vanier en 2016. Fait que devant moi, là, il y avait Réjean Giraud. Il y avait Samuel Emilus, qui est genre le starting receiver de Saskatchewan en CFL en ce moment, puis qui fait des gros jeux. Réjean Giraud, qui a été running back pour le Carabin à l'époque, sauf que quand moi j'étais à Vanier, je jouais receveur. Puis qui a eu un stint en CFL aussi. Il y avait Brian Osu-Bekowe, qui a fini par jouer D-end à Montréal, mais à l'époque, c'était un receveur Team Canada de 6 pieds 6. Il y avait Chichi Bukasa, receveur Team Canada 6 pieds 3. À Vanier, en 2016. J'ai joué avec Chichi. Fait que j'ai joué avec... Fait que Kian était encore là aussi. Ouais, j'ai joué avec Kian Arilmana. D'ailleurs, on l'a passé... Non, c'est pas vrai, c'est Brian qu'on a passé sur le podcast. Mais... fait que c'est ça. Fait que tous ces gars-là devant moi, je suis comme... OK. J'étais juste content de dress. L'année d'après, beaucoup de ces gars-là s'en vont. Je me dis, bon, ça y est, c'est mon année. Puis au final, non. Il restack avec genre Nick Senac, qui maintenant, il joue à Hawaï. Réginal Prophète, qui était un stud. Jonathan Xubé. C'était juste ça. C'était pas une restack. Puis j'étais tout le temps comme... OK, mais dans ceux qui sont bons, s'il y en a qui vont prendre le bord, c'est Nick, on lui doit rien, on l'a pas recruté, il y a walk-on. Puis... c'est fou à quel point il y a toujours des athlètes à Vanier, man. Année après année, man. Des fois, il y en a qui sont là 2 ans, 3 ans. Des fois, il y en a qui sont là 1 saison, man. Mais il y a toujours des athlètes, man. C'est fou. Ouais. Non, 100%. Puis, tu sais, là, bon, ils ont une mauvaise année pour la première fois en longtemps, mais avant ça, je pense que ça faisait 10 ans de suite que Vanier était genre over 500. Ils ont jamais... Déjà, c'est un programme qui a jamais quitté la D1. Genre, pour eux, une année 5-5, c'est terrible. Exact. C'est du jamais vu en ce moment, man. Je regardais les classements, les stats, les résultats du week-end, là, puis Vieux, puis Vanier, Sten, 0 victoire en ce moment, man. C'est fou. 0-5. J'aurais jamais cru ça de ma vie. J'aurais jamais cru ça de ma vie. Est-ce que vous voulez la théorie des gars de Montréal qui sont dans mon locker room en ce moment, qui sont un peu de cette génération-là? On veut la théorie, c'est sûr, man. Let's go. Ils disent que... Bon, OK. Vanier, je pense que vous le savez, là, si vous coachez contre eux, c'est une équipe qui... C'est une équipe, je sais pas si ça a changé maintenant, là, mais qui filme... Quand moi j'étais là, ils filmaient pas ses pratiques. Okay, on filmait pas quand j'étais là aussi. Ben, en fait, c'est avant toi, c'est sûr que non. Ah, OK, alors que mon secondaire filmait les pratiques, tu sais. C'est une équipe qui a pas le playbook le plus complexe, là. On est d'accord, là. C'est on va te battre parce qu'on est plus athlétique que toi. Right? Fait que pendant longtemps, je pense que ça marchait parce que les meilleurs athlètes du grand bassin de Montréal, duquel ils bénéficiaient, puis ils bénéficiaient plus que, mettons, CVM ou Grasset parce que ils sont anglophones. Fait que tu as la chance d'aller chercher les francophones qui veulent étudier en anglais, ou même des gars comme Marc qui parlaient même pas anglais, puis qui se disent, tu sais quoi, c'est pas grave, on est très comme ça au Québec, on va réussir, on s'en fout. Puis les anglophones, qui souvent, ça leur tente pas d'aller étudier en français. Soyons honnêtes. Puis il y a un gros bassin d'anglophones là, dans le West Island. Là. Fait ils ont toujours eu ce luxe-là. Mais selon mes coéquipiers comme plus jeunes de la région de Montréal, là, que je côtoie, de plus en plus, puis c'est ça, puis beaucoup des gars décidaient d'aller à Vanier pour ensuite aller à NCA ou à CVM. Ben, de plus en plus, ces kids-là, qui sont peut-être les top athlètes, là, que tu pourrais, ils sont tellement plus athlétiques que la majorité du bassin de football que tu vas pouvoir gagner avec eux sans scheme, genre. Mais ces kids-là, de plus en plus, dès secondaire 5, ils partent aux States. Ils passent plus par Vanier. Ils passent plus par CVM. Ils sont déjà aux États-Unis. Ah, t'es 6-4, tu cours 4-6? Viens à mon prep school. C'est vrai qu'on en voit beaucoup de ça. C'est leur théorie. Tu sais, je fais juste la broadcast, je peux pas la confirm ou la deny, mais ça serait comme quoi? C'est comme une exode du talent. C'est la théorie, man. L'exode du talent vers les States. Plus jeune qu'avant. Exact. Et affecte qui? Except les équipes qui faisaient que rely sur des freak athletes. Ça va pas affecter les équipes de Québec qui ont toujours été bien coachées, qui ont genre des Québécois de souche de 5 pieds 10, athlétiques, pas trop, qui savent bien jouer au foot. Non, ça va affecter l'équipe qui joue avec des... Non, mais c'est vrai. Moi, ça affecte l'équipe qui jouait avec des immigrants de 6 pieds 4, qui couraient des 4-4, puis qui disaient « Cours, on va lancer le ballon ». C'est qui va avoir la misère à s'adapter que ces kids-là sont rendus aux États-Unis, tu sais. J'y avais pas réfléchi, mais j'y crois, pour vrai. Moi, je suis persuadé. Ça fait du sens. Ça fait du sens, puis même de plus en plus, les équipes avec les Québécois de souche de 5 pieds 10 réussissent
à schemer, puis ils ont de plus en plus l'habitude de s'ajuster à des playbooks plus athlétiques. Là. Voilà, puis il y a des équipes qui font super bien le mix des deux, puis c'est souvent, pour moi, c'est la meilleure option. Je dis pas qu'il n'y a pas d'athlètes dans la région de Québec, il y en a plein, là, mais mettons le Knox était vraiment fort sur aller recruter des athlètes, mais les forcer à rentrer dans un scheme. C'est ça qu'il faut. Le Knox, c'est une des équipes les mieux schemées de la ligue, là, c'est en tout cas dans mon temps, sauf qu'ils vont aussi chercher des freak athletes. Ouais. C'est ça. Si Vanier, le problème, c'est pas qu'il bénéficiait du meilleur bassin d'athlètes, c'est qu'il disait, comme on a le meilleur bassin d'athlètes, viens, on les coach pas. C'est comme... Ouais. C'est ça. On les laisse jouer au foot, tu sais. C'est ça. S'ils mettaient un scheme, puis là, ça serait encore mieux, tu sais. Bon. Fait que, c'est ça. Je suis allé à Vanier, puis justement, étant un gars qui est vraiment pas quelqu'un qui se démarque par ses qualités athlétiques, tu sais, par rapport à la population moyenne, je suis athlétique, mais quand on est entouré de joueurs de foot qui sont top athlètes, c'est pas ça ma force. Puis là, j'arrive dans un playbook où on court des fades puis des hooks. Puis, tu sais, pas mal. Peut-être que t'es mieux dans un club à Québec. Exactement. Ou même, tu sais, il y en a des clubs à Montréal qui le font bien. Là. CVM, historiquement, c'est quand même une équipe qui joue un playbook complexe. Grasset aussi. Donc, j'ai juste vraiment fait le pire choix. Mais aujourd'hui, je suis capable de le relativiser, mais à l'époque, ça m'a vraiment mis dans un endroit un peu sombre mentalement parce que j'avais mis mon identité dans le football. Puis, t'as investi beaucoup. Exact. T'as investi beaucoup, puis quand on investit beaucoup dans quelque chose, que ce soit football ou même monétairement, on a peut-être le schéma de pensée des fois fautif de penser que étant donné qu'on a investi, c'est sûr qu'on va avoir un retour. Mais c'est 100%. Vraiment pas le cas. Là. Je veux dire, c'est facile de le voir à la bourse. Tu as une action qui va mal, tu continues de mettre du cash dedans, tu vas juste continuer de perdre de l'argent. Mais quand tu es au foot, quand tu t'entraînes ou quand tu fais des choix de carrière, des fois tu pourrais investir un paquet de temps, un paquet d'efforts, puis c'est pas garanti que tu vas avoir un retour sur ton investissement. 100%. 100%. Je vois sourire, à quoi tu penses? Je suis en train de rire parce que là, je me dis, toi, t'es là avec ta théorie, puis tu parles, puis là, dans ta tête, tu dis, hey, ça va me faire un bon clip pour IG, là. J'ai marqué le clip! C'est peut-être pour toi, Marc. I don't know. Non, c'est 100% Time to d'accord. shine, Mark clip. Ok, je suis on. Puis tu sais, j'étais jeune aussi, fait que dans ma tête, c'est comme si, ben là, je mets les efforts, je bats des gars en pratique, ils doivent de me faire jouer, mais non, Vanier me devait absolument rien. Il me devait rien. Mais à l'époque, moi, je l'ai pris vraiment personnel, ça a vraiment affecté mon estime de moi-même, puis ça a commencé à affecter ma vie hors football. Ce qui était bizarre parce que, comme je vous ai dit, moi, j'étais allé à une école très académique, mon identité a toujours été comme l'école, la réussite, ma famille, mes amis, puis le foot, c'était un truc que je faisais sur le côté, puis là, soudainement, je mets tous mes œufs dans le même panier de comment je m'en vais en collégial D1, je vais être un grand joueur de foot, puis ça se passe mal. Fait que vers ma 3e année, j'ai fait le choix de quitter l'équipe. J'étais vraiment comme, cette année-là, je trouvais vraiment que je méritais de jouer, puis ça se passait pas, puis il y avait même des échos là, de joueurs que je respectais qui me disaient non, Nick, regarde, là, tu devrais t'en aller, là, ça fait pas de sens. Puis j'ai décidé de quitter. Vers la fin de la saison, je pense que c'était juste avant je pense que j'avais quitté en saison régulière, mais m'avait rappelé pour les playoffs parce que quelqu'un était blessé puis il avait vraiment besoin de moi. Je suis venu, j'ai joué la game de playoffs, on a perdu, puis là, je suis parti. Ouais, puis tu sais, j'étais pas fâché contre... Ben oui, j'étais très fâché contre eux, mais j'ai pas parti en mauvais termes. Tu sais, je suis allé les voir, j'ai expliqué la situation. Coach Pete a essayé de me convaincre de rester pour une 4e saison, que ça allait être mon année. J'étais comme, non, ça y est. Non, pas cette fois-ci. Puis j'ai demandé mon transfert, mais je pensais pas continuer à jouer au foot. Là. J'étais vraiment pas dans... J'ai juste demandé mon transfert parce que je voulais, si jamais... ouvrir la porte, une pièce. T'as bien fait. C'est surtout de pas la fermer, mais t'as bien fait, man. Parce que, finalement, je reçois un appel ou un message Facebook de... Puis je sais pas comment il l'a su. Je pense que justement... peut-être qu'un des coachs l'avait écrit, tu sais, un coaching staff, c'est beaucoup de monde, puis il y a du monde à Vanier qui m'aimait bien aussi, là, tu sais, puis qui a été super correct avec moi, donc je reçois un inbox de coach Chuck, justement, coach Charles Leroux, qui lui, l'année d'avant, quand Vanier est allé perdre un bol d'or, ben, j'étais dans cette équipe-là, quand on est allé perdre le bol d'or 36-0 contre le Knoxville. J'étais tellement sad quand j'ai regardé ce game-là. C'était pas Saint-Léonard ou c'était à Desberts? Non, l'autre, là.
pas celui où le Carabin a joué toute la saison, là. Claude Robillard. Au centre, Claude Robillard. Mhm. Fait que devant nos familles et nos amis, on perd 36-0. Puis là, I guess que tu perds 36-0, ben là, faut blâmer quelqu'un. Fait que on n'a jamais eu la version officielle, mais finalement, Coach Chuck est plus dans le coaching staff. Coach Chuck était le DC. Il était là depuis longtemps, en plus. Oui. Donc, Coach Chuck était parti devenir le coordinateur des Special Teams à Montmorency. Fait que cette saison-là, la dernière saison que je jouais à Vanier, où je décide de m'en aller, lui, c'est sa première saison à Momo. Momo, qui à ce moment-là est descendu en D2. Puis, quelques mois après que j'ai donné mon release, quelques semaines, je reçois un inbox. Hey, viens donc jouer à côté de chez vous. Parce que moi, à la base, j'habitais à Laval. Chuck, viens t'amuser là en D2. Tu connais Chuck? Chuck, man. Puis initialement, je suis comme non, man, ça me tente pas. Puis il me convainc. Puis j'y vais, ok? Mais j'y vais à reculons. J'y vais vraiment comme fuck this, man. Moi, je suis un gars de D1. J'ai foiré ma carrière. Genre, là, je suis dans un programme D2 qui a même pas envie d'être en D2. Tu sais, un programme D2 qui est en D2 parce qu'ils ont foiré en D1. Là, qui vient de se faire recaler. Là. C'est ça. Puis en plus, ça devrait pas être D2. Genre, Momo, c'est D2 parce que ça se passe pas bien, parce qu'ils ont un gros bassin aussi, là. T'as toute la Rive-Nord, de quoi tu me parles. Tu sais, j'y vais vraiment comme... Puis là, j'ai genre 21 ans, je suis au cégep encore, je fais une 4e année. Fait que là, moi, mes objectifs football n'ont pas fonctionné. Puis ma famille, qui eux sont hyper académiques, sont comme, ça fait 4 ans que t'es au cégep? T'as des sciences humaines? Comme... Ouais, c'est ça. C'est ça. Maths? Fait que le vibe est pas bon dans ma tête, ok? Puis j'arrive à Momo. Puis là, c'est ça, on m'ajoute dans le groupe Facebook, là, tu sais comment c'est, une équipe de foot, le groupe Facebook Nomade 2019. Puis je vois dans nouveaux membres comme vous, genre New Members Like You, je vois un Léo Sartel. Puis là, ça me dit quelque chose. Puis j'écris sur YouTube Léo Sartel, puis comme de fait, j'avais vu une vidéo YouTube de lui en France la semaine d'avant. Puis comme j'étais dans un vibe genre t'es un peu fuck le football, genre, il joue au foot en Europe, mon Dieu. Puis rien, sans plus. Je l'avais envoyé à mon bon ami. Et puis là, je disais, regarde, c'est drôle, il joue au foot en Europe. Puis c'est tout. Puis là, je le vois dans le groupe de Momo. Fait que là, j'écris à mon coach en chef. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, qu'est-ce qu'il fait dans le groupe? T'es-tu trompé? Il dit non, c'est un Français, il va venir jouer à Montmorency. Ah ouais? Okay. Fait que j'écris... Fait que j'écris à Léo. Hey, genre, tu t'en viens-tu à Momo et tout? Il me dit, oui, je joue receveur, toi. Je dis, ben, je suis un transfert d'un autre cégep, je joue receveur aussi. Ah, pourrais-tu m'envoyer le playbook? Je vais seulement arriver en août. Parce que moi, j'étais allé à Momo l'hiver. Boum, 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 échange de playbook, tout ça. Puis, long story short, il arrive cet été-là, genre en août, juste avant le camp d'entraînement. Puis c'est moi puis mon meilleur ami qu'on va le ramasser à l'aéroport. Puis on connecte directement. Puis la chose qui m'a marqué le plus, c'est que Léo, il était fucking content d'être là. J'ai-tu le droit de swear dans votre podcast? Oui, à toutes les fois. Je le fais tout le temps. Marc, il s'en retient, moi je me retiens pas. Ok, parfait. Léo était vraiment là, crissement content d'être là. C'était comme un rayon de soleil. Il était tout le temps positif. C'est comme, wow, on a un locker room. Hein? On fait du... C'était comme, tout était sick, genre, pour lui. Tout était pas down en même temps. Exact. Moi, j'étais full déçu. Genre, moi, j'arrêtais pas de comparer au négatif. Lui, il comparait tout au positif. Puis je me suis senti vraiment comme poche. Ungrateful. Ouais, tu peux le dire. Un ungrateful bitch. J'étais comme, damn, je suis négatif pour rien. Puis ce gars-là, genre, pour lui, genre, c'est un upgrade de foot. Il vient d'un autre pays, il a traversé l'océan pour jouer au foot. Puis moi, j'ai une deuxième chance au foot. Puis je suis fâché parce que je suis pas en division 1, tu sais, genre. Puis de cette énergie contagieuse de Léo, on est devenus vraiment très bons amis. Puis Léo, il voulait aussi beaucoup, tu sais, c'est un travaillant, puis il voyait bien que j'étais bon à recevoir. Fait qu'il me demandait de s'entraîner avec moi et tout. Puis on a filmé... filmer des séries d'entraînement sur son YouTube. Puis après, quand c'était Fast Forward, j'ai une très très bonne saison à Momo. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai eu du recrutement universitaire. Puis j'ai choisi d'aller au campus que j'avais comme un peu regretté d'être jamais allé. Puis ça, j'ai fait le choix de Bishop. Puis Léo m'a suivi dans ce choix universitaire. On a fait des vidéos YouTube sur les visites universitaires. Exact. Puis jusqu'à aujourd'hui... un truc super cool, c'est que Bishop, genre, ouvre les portes à Léo to this day. Genre, quand Léo, il vient, il a sa petite case, il a accès au gym, il prend l'avion avec nous pour les matchs, il filme tout, genre, c'est... Ouais. Est-ce qu'il a joué à Bishop? C'est l'histoire, mais c'était ça. Non, tu veux dire à Momo? Ouais. À Momo, ou est-ce que... Tu sais, il a fait les visites avec toi, mais il t'accompagnait, dans le fond, il était pas là pour... Oui, non, lui, c'est ça, excuse. C'est ça?
Non, dans le fond, quand Léo est venu à Montmorency, il vous racontera ça dans son épisode, mais pour quelques raisons, il n'a pas pu jouer du tout. Okay. Au niveau... Donc ça n'a pas fonctionné, là. Ça n'a pas fonctionné. Fait que il est comme... Puis malgré ça, il était positif. Puis malgré ça, il venait, puis il filmait et tout. Fait qu'il il s'est concentré sur... Il a dit, bon, je suis venu pour être un joueur, ça marche pas, mais tu sais quoi, je suis aussi YouTuber. Fait que là, je vais faire des games, des vlogs, puis regarde, un de mes bons amis, ben là, ça va être son processus universitaire. Viens, on va faire Day in the Life of a University Recruit. Ouais, c'est donc mais cool. Ouais, vraiment. Je reviens un peu à ton histoire, puis je suis tellement content qu'on le laisse sur tape puis qu'on le record, mais de plus en plus, les gars, il faut qu'ils sautent de la tête que s'ils veulent passer au prochain niveau, que c'est juste D1, que ça se passe. Ça se passe dans le club que tu vas jouer puis que tu vas pouvoir put on un tape puis un highlight, là. 100%. Et 100%. comme, il y a autre chose que moi et Marc, on voulait parler, peut-être c'est un bon moment pour faire la transition, là. Ouais. Marc, tu avais peut-être d'autres questions là, par rapport à Léo ou whatever, là. Il y a plein de choses qui se passent, là. C'est vraiment intéressant tout ça. Mais on va parler peut-être du football universitaire AUS aussi. Yes. Pourquoi pas? Moi, je veux qu'on parle de... Ouais, on parle de ça, mais j'ai vu quelque chose aujourd'hui puis je voulais t'en parler parce que en ce moment, t'es comme le gars qui est reconnu comme étant le grand défendant du football canadien versus le football américain, right? Mon fight actuel, en effet. C'est exactement de quoi je parle. Puis j'ai vu un clip, j'ai vu ça ce matin, je sais pas si c'est sorti quand, mais j'ai vu que quelqu'un t'a tagué puis t'a commenté. Parle-moi du jeu de... Je pense que c'est Joshua Nantwi qui fait un petit punt across the line of scrimmage puis qui va recouvrir pour aller chercher le down. Ouais, ben, fun fact, on n'a pas le droit de faire ce jeu-là U-Sports, ok? On a checké. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui envoie ça à mes coachs, puis il est comme, hey, on fait ça! Puis là, mes coachs m'ont dit non. Ouais, parce que dans le fond, en CFL, un punt brise la continuité des downs. C'est-à-dire, dès qu'on punt, peu importe ce qui se passe, il n'y a plus de first down. Alors que c'est pas le cas U-Sports. U-Sports, ils ont pas mis cette règle-là. Fait que tu pourrais pas faire ce jeu-là U-Sports. Mais pourquoi ça marche en CFL? Comme vous le savez, là, vous avez joué au niveau de foot, mais je vais quand même le dire pour l'audience. Dans le fond, au football canadien, une fois que tu kicks le ballon, c'est pas automatiquement un changement de possession parce que n'importe qui est onside, donc n'importe qui est derrière le punter, peut aller recouvrir le ballon. Donc, incluant le punter. Right? Donc, et pourquoi ça marche? C'est parce qu'on a le 5-yard halo, right? On protège le returner. Il est protégé. Personne peut frapper le returner avant qu'il touche la balle, sauf les gars qui sont onside. Parce qu'on se dit que si quelqu'un qui a réussi à kicker le ballon arrive avant le returner, ben regarde, c'est leur faute. Alors qu'au foot américain, c'est le fair catch. C'est le fair catch, exact. Il est obligé de la recover. Tu peux pas la toucher avant. Si tu la touches avant, tu finis le jeu, genre. Fait que... Puis, au football canadien, dès que tu attrapes le ballon, n'importe qui peut kicker. On peut faire une passe avant. Là. Tu pourrais me lancer le ballon à moi, puis moi, je peux la punter. Ça, c'est une chose on a déjà gagné un match au secondaire avec ça. Dans le fond, on a lancé la balle à un... Exact. On a lancé la balle à un de nos receveurs, genre un seam, il l'a attrapé, puis il l'a punté après l'avoir attrapé, puis ça a créé un point. Un rouge. Un rouge. Mais t'étais bien coaché finalement dans ta petite école secondaire. Ouais, quand même. Ah oui, extrêmement bien coaché. Je savais même pas ça, je suis special team coordinator collégial. Là. Ah, ben là, tu peux le noter. Ouais, je le note. Watch out, Grasset, on joue Grasset après le bye week. Bon, tu vois, fait que c'est un joueur des Alouettes, tout simplement, là, qui a attrapé le ballon puis en second and long. Puis on se rappelle second and long, football 3 essais, c'est comme si on était en third and long. Puis ils se sont dit, attends, on va pas convert le first down. Fait que pourquoi je ferais pas juste un petit punt? Tout le monde il joue en safety, genre en ce moment, il joue en prevent. Je vais faire un petit kick, puis je vais récupérer la balle. Même si j'ai pas traversé le first down, ça va devenir first down parce que c'est comme si j'ai punté, puis j'ai récupéré avant le retourneur parce que c'est moi le punter. C'est génial. Ça donne un first down même si ça n'a pas traversé le stick. Exact. Au football canadien. Pas au football universitaire canadien. En CFL. Ouais. J'espère que les coachs vont pas commencer à exploiter ce loophole-là. Moi, je pense que c'est le jeu le plus populaire CFL. C'est sûr qu'il va y avoir une règle pour... Il faut que ça traverse un first down au moins. Là. C'est ça que le monde dit, qu'il va y avoir un emergency meeting, mais de l'autre côté, les défenses sont juste à être un peu plus... Il faut respecter le quick screen en 2e et 11. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Ça te donne un argument? Tu penses-tu que ça... Je sais pas si t'as dû en parler déjà avec Léo, mais ça va partir un petit débat là, sur qu'est-ce qui est mieux entre le football américain puis... Ah, 100%. On n'en a pas encore parlé parce que là, on est en train de sortir des podcasts qu'on a record dans notre voyage en France.
Fait qu'on est comme en décalé. Mais c'est sûr que moi, j'utilise ça comme argument. Pour moi, le foot canadien, c'est juste un meilleur produit par le fait que il y a plus de choses qui peuvent arriver. Il y a plus de moyens de faire des points. Puis comme le play clock est vraiment plus petit, puis les règles d'arrêter le temps font que le temps découle moins vite, il peut rester 1 minute au match, puis tu peux marquer 14 points, genre. On l'a vu, justement, la game qu'on a jouée contre Saint-FX, celle qu'on en parlait plus tôt. C'était fou, la fin de game, le nombre de changements de possession, c'était incroyable. Exact. Il restait 1 minute, puis il y a eu 6 changements de possession, genre, puis à la demi, quand il restait 30 secondes, on est allé marquer. On a traversé un terrain au complet. Alors que hier, on regarde le match des Chiefs contre les Jets, puis il restait 1 minute 30, puis Pat Mahomes a fait un first down, il restait puis ça y est, la game est finie. Parce que les règles du foot canadien, avec le play clock de 40 secondes, les time-outs, s'il reste 1 minute 30 puis il reste des time-outs, il reste pas de time-out à l'autre équipe, c'est bon, la game est finie. Pour moi, c'est juste plus plate. Mais, comme c'est marketé moins bien, puis il n'y a pas autant de gros produits, la caméra est moins bien filmée, le crowd est moins grand, le hype sociétal est moins élevé, ben tout le monde dit « Ah non, c'est une ligue de 2e niveau », mais je suis d'accord que les meilleurs joueurs sont en NFL, mais le produit CFL est objectivement plus entertaining à mon humble avis. Je prends une tangente. Est-ce que AUS, c'est une ligue de 2e niveau pour le U-Sport, surtout quand on voit que Bishop a descendu de RSEQ pour aller à AUS? C'est une question que tu as le droit de poser. Je comprends pourquoi tu la poses. Je voulais la poser même, juste parce que ça frappe. Non, t'inquiète. Je suis pas prêt à dire que c'est une ligue de 2e niveau, surtout quand on voit que Saint-FX maintenant est capable de compete, par exemple, avec Saskatchewan. Puis pendant longtemps, on dit comme, ouais, mais c'est juste Saint-FX. Saint-FX frappe les autres équipes. Ben là, on vient de prouver que nous, on est capable de compete avec Saint-FX juste en triple overtime. Donc, pour moi, il n'y a pas de règle de 3, mais... Ouais, c'est ça. On est d'accord, le foot, c'est pas un triangle, mais bon. Pour moi, c'est pas une ligue... Je comprends que les gens... je suis pas fou, là. Je comprends vraiment pourquoi le monde crie un peu à l'injustice quand que la AUS a tout le temps un des 4 berths aux semi-finales canadiennes. Mais je pense que c'est juste nécessaire que cette ligue-là existe, parce que la réalité au foot canadien, c'est que on l'a vu avec SFU qui a perdu son programme. Notre écosystème football, il est pas aussi... Il est pas aussi fort que l'écosystème football américain, malheureusement. Puis d'avoir une ligue qui est véritablement coast-to-coast, c'est beau. On devrait en être fiers. Puis avoir une ligue où des équipes comme Bishop de 2500 élèves, genre il y a mon secondaire est plus grand que Bishop University en termes d'élèves, peuvent compete dans un U-Sport contre des écoles comme Sherbrooke, juste à côté de la ville, à 35 000 élèves, peuvent prendre l'avion puis aller jouer dans d'autres provinces, puis peuvent amener des joueurs CFL à chaque année. Tu sais, on parle de la US, mais là, dans le draft qu'on vient de voir, le draft CFL, la US a produit plus de prospects que la RSEQ. Est-ce que la majorité du temps, la RSEQ en produit plus? Bien sûr, ouais. Mais cette année, la US a produit plus de prospects que la RSEQ. Exact. Pour le même nombre d'équipes. On parle de l'Ontario, il y a 11 équipes. Ouais, aussi. Ouais. Attendez, je peux vous sortir le exact stats. Puis, tu sais, j'en profite, là. C'est comme toi, quand t'es allé jouer à Momo Division 2, dans le sens... Au début, t'étais fâché de ça parce que c'était une moins bonne division, mais au final, si t'avais pas fait le move, t'aurais pas joué universitaire. Exact. Probablement pas, du moins. Non, t'as raison, j'aurais pas joué universitaire, j'avais pas de looks universitaire en sortant de l'année. Il y a bien des gars qui peut-être vont pas dans le AUS, restent dans le RSEQ, ont pas de look pour jouer CFL. Exact. T'as dit à la Bishop, bam. Peut-être. Aller à Bishop. Je vous sors les stats vite fait. Il y a eu 72 joueurs draftés en 2023 dans le CFL Draft. Il y en a 8 qui sortaient de la RSEQ, 9 de la AUS, 23 de la OUA, puis 17 de la CanWest. 15 qui sont sortis de la NCA. Wow. Pourquoi j'ai ça dans mes notes? Je sais pas. Mais je l'ai. Fait que, ouais. Puis le monde c'est comme ah ouais mais c'est sûrement des bas de draft pick. Il y a un first round pick RSEQ, 0 en AUS. Okay. Ensuite il y en a un second round pick RSEQ, 2 second round pick AUS dont un quick pick Jake Kelly. C'est un animal ça en passant. Puis Jake Kelly c'est un gars, il a jamais gagné, c'est tout à son honneur là. Je suis pas en train de le dire, il a jamais gagné AUS All-Star. Il a pas gagné de Team Award à Bishop à part le award genre de leadership. Tu sais, c'était comme un gars qui a fly under the radar. Nous, on savait que c'était un stud. Don't get me wrong. Mais il n'avait jamais eu du national recognition. Puis là, il va au East-West. Il court un 4-5.
Puis là, shit, attends, on devrait le regarder parce qu'il y avait le meilleur 40 de toutes les East West. Il va au National Combine. Il saute le meilleur vert de toutes les National Combine. Puis il y a un reporter qui avait dit he was the best athlete de East West au complet l'année d'avant. Boom, second round pick US. Of course, CFL. Of course, le tape devait matcher l'athlétisme. Mais, parce que tu peux être un great athlete, mais pas te démarquer sur le field. Exact. Ça existe. Ah, ok, tu parles de toi. Mais oui, on parle de génération. Mais ça me fait penser aussi à Marco. Ça me fait aussi penser à Marco Dubois avec qui on a joué, qui faisait des... Je sais pas si tu sais c'est qui Marco Dubois qui joue avec les Red Blacks encore. Il s'est fait drafter, si je me trompe pas, en 2017 ou 2018, qui a été drafté avec les Red Blacks, puis il est encore avec eux. Il joue receveur fullback tight end, puis à Laval, c'était ok, oui, je vois exactement c'est qui. C'est un special teamer, personne n'entendait parler de lui, quoi que ce soit. Puis même chose, Marco a défoncé le Regional Combine. Il a sauté, meilleur 40, tout ça. T'es invité au National, ça a super bien été. Puis il a été drafté, je pense, 14e overall. De story quand même similaire à Jake Kelly, de l'autre côté du ballon. Là. Puis là, il y a vraiment une belle carrière CFL en ce moment, comme depuis qu'il joue. Là. Je veux dire, il y a plus de succès CFL qu'il y en a eu à Laval, si on parle d'un point de vue statistique personnel. C'est fou, hein? Non, mais c'est late bloomer, là, mais tu sais, de le faire. Tu sais, souvent, on voit un gars qui, au secondaire, était moyen, il se rend collégial, puis boum, sa 3e année, il saute tout, même universitaire, ça arrive, mais même de le faire à l'autre niveau, man, c'est rare, man. Fait que props, man. Exact. C'est exact. Puis je pense à un autre qui est passé par Laval que je connais quand même bien. On l'a passé sur le podcast avec Léo en France. Idriss Jean-Alphonse, que vous avez peut-être connu, qui lui a pas eu. Exact. Il n'a pas eu la meilleure carrière à Laval, malheureusement. Puis le gars, il a eu un stint CFL. Puis là, maintenant, il est au Paris Musketeers en ELF. Puis il fait vraiment très, très bien. Mais c'est un gros athlète. C'est un couteau à double tranchant. Ah oui, freak athlete. Puis il a tué le combine. Mais c'est un couteau à double tranchant. C'est comme... on a les deux histoires. On a des gars comme Jake Kelly, que s'il n'avait pas été à Bishop, parce que le gars, il est sorti de l'Ontario, il était peu connu. Il a décidé d'aller à Bishop. Puis il a bien joué à Bishop. Fait qu'on l'a envoyé au East-West. Il a eu cette opportunité. Fait que pour chaque gars comme Jake, comme ça a été bénéfique d'aller dans une plus petite école, puis grâce à cette plus petite école, tu as plus joué, et donc tu as eu une shot CFL. Tu as des gars aussi qui sont allés à des grosses écoles, ils ont peut-être moins joué, mais ils ont quand même passé par la CFL. Ils ont quand même eu des looks parce qu'ils jouaient dans un gros programme. Potentiellement. C'est ça Fait qu'il faut juste choisir qu'est-ce qui marche pour toi, mais cette idée de cracher sur les petites écoles, pour moi, c'est absurde, parce que tu fais juste te tirer dans le pied. Genre, j'ai eu la chance d'aller au East-West. J'étais un All-Star à ma première année. J'ai des expériences que j'aurais jamais vécues si j'avais choisi d'aller à Montréal qui m'a recruté. Tu sais, c'est le meilleur choix que j'ai fait là, de ma carrière, moi, d'aller à Bishop. Je le regrette tellement pas. Puis là, on commence à avoir un peu de national recognition. Puis tout le monde est comme ah! Sauf que, mais quand moi j'étais allé, c'était pas sexy pantoute. Là. On me niaisait. Je veux dire, tu pourrais aller aussi... Quelqu'un aurait pu aller jouer, mettons, en Ontario, puis je veux dire, des clubs qui se font sauter 86-0 en ce moment en Ontario, là, c'est pas plus plaisant, là. Ah oui, c'est 100%. Pas plus plaisant, man. Je te garantis que le club qui se fait sauter 86-0 dans la Ligue d'Ontario, man, à US, c'est pas nécessairement dominant, là. Oh non, je vous le confirme. Moi, quand j'étais à Vanier, on a joué contre York, on va le dire. On parle de York. On a fait une pré-saison contre eux quand j'étais à Vanier, puis on les a battus. On était au cégep. Wow! Alors que là, je joue à l'université en AUS, la conférence du titre la plus faible. Puis je vous garantis, malgré la fille de Laval là, qui l'avait tweet l'année dernière, puis ça avait fait un peu scandale, mais je vous garantis qu'il n'y a pas une équipe AUS en ce moment qui se fait battre par une équipe collégiale. J'ai joué dans les deux. J'ai joué collégial D1, j'ai joué US. C'est pas la même affaire. Est-ce que le gap est immense? Non. Les meilleurs joueurs collégial D1 auraient du succès en US une fois qu'ils sont l'âge de la US, pour la majorité d'entre eux. Il y en a qui auraient de la misère à transitionner, ça arrive. Mais au jour d'aujourd'hui, quand le bassin a 18 ans puis l'autre bassin a 23 ans, on les détruit. C'est même pas une joke. Alors que quand j'étais à Vanier puis on avait 18-17 ans, ça se peut très bien que York ont mis leurs plus jeunes joueurs, don't get me wrong, mais on les a battus. C'est fou, ça. Mais c'est pas normal qu'ils prennent des frappes 100 à 10 là, non plus. Je m'attends même d'un club universitaire, même si c'est ton dernier string, de battre une équipe collégiale, même s'il met son first string partout. Là. Je pense aussi. Mais t'as joué à Laval aussi. Oublie jamais que t'as pas vécu genre les gars qu'ils ont... Tu sais, comme... Correct me if I'm wrong, à Laval, il y avait jamais des kids qui rentraient du high school. Des gars d'Ontario, il y en a eu, mais la première année...
Ah ouais? Non. Mais c'est rare, là. C'est une exception. OK. Alors des gars de l'Ontario, Franco-Cité, des enfants comme ça. OK. Alors que des gars qui jouent pas à leur première année nécessairement, un an ou deux, où est-ce qu'ils jouent pas, puis après ça, tu sais, je pense à Dan Bassabombo, du moment qu'il s'est mis à jouer, c'est un animal, là, comme freak. Il y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Alors qu'il y a une équipe comme York, il y en a plein. Il y en a plein d'équipes de 17, 18, 19 ans qui doivent contribuer pour ces équipes-là, tu sais. Fait True. C'est pas la même réalité, là. Ça t'a mentionné 2 fois que vous avez été dans le top 10, right? Le National Recognition. C'est quelque chose qui vous a mis de la pression en s'en allant dans cette game-là? C'est quelque chose que vous parliez qui était in the back of your mind en s'en allant vers la game, vers Saint-FX? Parce que ça devait être la première fois en forever ou depuis très longtemps, là. Si je me trompe pas, c'est la première fois depuis 2013. Donc 2013, si on se rappelle, là, c'est dans le temps, ceux qui aiment le football québécois, là, dans le temps de Jordan Heder qui avait gagné le Heck Creighton pour Bishop. Ouais. Donc le Heisman. Puis Alexander Fox, sa fameuse... c'était ridicule. Donc, si je me trompe pas, outre playoff, parce que quand tu vas en playoff, là, tu sais, genre 8 équipes au pays, c'est sûr que tu vas être top 10, mais outre les playoffs, donc en saison régulière, c'est la première fois en 10 ans. C'était pas une pression pour nous du tout, même que je pourrais vous dire que le feeling dans le locker room en général, c'était « Ah, man, seulement ça serait arrivé la semaine d'après, genre. » Nous, on était tellement concentrés sur Saint-FX, puis on voulait battre Saint-FX puis faire le top 10. On voulait shock the world, upset tout le monde, upset Saint-FX puis faire le top 10. Fait que le top 10 est rentré un peu avant, c'était comme tu sais, là, ça va parler de Bishop au top 10 à la place de juste on fait nos affaires. Maintenant, le coaching staff puis était très très fort pour nous dire genre qu'est-ce qu'on s'en fout. OK, on commence à avoir des gens qui réalisent que le programme est en train de turn around, mais nous on le sait, on est dedans. Puis les gars étaient assez matures aussi pour dire genre la première chose que tout le monde a dit c'est garde, là on va avoir plein de commentaires négatifs parce que vous connaissez là, l'internet. On fait ce qu'on a à faire. Of course. Parlant de classement, là, on parle souvent du format de playoff dans U-Sport, au football. Est-ce que tu crois qu'un format de playoff style bowl season qui fonctionnerait sur le classement top 10 serait plus intéressant pour le U-Sports? Parce que là, je sais pas, ça fait combien d'années, man, mais à chaque fois, l'équipe qui va en demi-finale contre AUS se rend à la Coupe Vanier. Ça fait très très longtemps qu'une équipe AUS n'a pas passé la demi-finale. Est-ce que ça serait quelque chose de plus intéressant? Comment tu verrais ça? Je pense que la dernière fois qu'une équipe AUS s'est rendue en demi-finale, c'est en 2007, si je dis pas de bêtises. Puis c'était les Huskies de St. Mary's. Là, dans le temps, ils s'étaient stack, là, puis ils allaient chercher des gars de partout au pays. C'est sûr que dans un monde idéal, ça serait le fun qu'il y ait un horaire, une cédule nationale. Puis je pense que il y a beaucoup comme nous, les Bishop serait une des premières équipes à vouloir le faire. On prend l'avion pour aller à tous nos matchs. Ce serait pas un problème. De toute façon, exact. C'est ça. On n'est pas dans ceux qui sont contre cette idée-là. Mais je pense que malheureusement, il faut être réaliste, puis il faut comprendre que Mount Allison, c'est pas pour les single out, là, mais la seule équipe du Nouveau-Brunswick au pays, là, leur budget football, là, si c'est plus que 200 000 Canadiens, là, ça m'étonnerait gros. Puis de l'autre côté, t'as Laval, puis là, je sais que je parle des antipodes, mais t'as Laval que ça doit être moins 3 millions. On n'est pas dans la même réalité, puis ça serait difficile de demander à Mount Allison de voyager à UBC. Tu sais, ça reste du sport étudiant. Puis les écoles US, c'est vraiment des formats pour la majorité, là. C'est des visions de funding vraiment à l'ancienne, où est-ce que les alumni donnent un peu d'argent, puis l'argent trickle down également dans tous les sports. C'est pas tout le monde qui bénéficie du format de corporation. On se rappelle qu'il n'y a même pas 5 ans, McGill a fait une demande pour aller en OUA parce qu'ils n'arrivaient pas à compete avec Laval et Montréal. On parle de Bishop qui quitte la US. Puis là, je suis pas contre vous, là. Je parle vraiment des médias. Bishop a quitté la US parce qu'il n'était pas assez fort. Non, c'est parce que la US nous a acceptés. McGill, ils se sont fait refuser par l'OUA. C'est pour ça qu'ils sont pas la 12e équipe ontarienne. OK. Sinon, McGill, je savais pas ça du tout. Ouais. Puis McGill, c'est une grosse institution qui a bien plus d'argent que Bishop University, là. Sauf que eux-mêmes, ils disaient, on n'a pas la manière que notre école est faite, puis notre fonctionnement, puis la manière qu'on veut rayonner à l'international, une école académique. Ça nous tente pas de mettre des millions dans notre programme de foot. Et donc, on peut pas compete avec Laval. Fait qu'on va aller en UA, où est-ce que oui, il y a Western, mais même là, ils ont un peu moins d'argent. Puis on va frapper York, puis on va frapper Toronto, puis on va se sentir mieux, tu sais. Bishop, même en AUS, c'est la 2e plus petite école. C'est fou. En termes de size de nombre d'étudiants. Ouais. Le fait que Bishop... ouais, exact. Puis on se rappelle, parce que là, tout le monde qui me dit « c'est quoi le rapport avec le foot? » Ben, ton size de nombre d'étudiants
ton bassin étudiant a un direct impact sur tes subventions gouvernementales. Exact. Parce que si moi, je suis chez Sherbrooke puis je fais un bid au gouvernement de la province de Québec pour avoir de l'argent, puis je dis, ben moi, je représente 35 000 élèves et donc X% de la population étudiante au Québec, ben bien sûr que je vais te donner un plus gros enveloppe que si tu représentes 2000. Genre, Bishop a le 16 d'un secondaire, mais demande l'argent d'une université, ça fait pas de sens pour le gouvernement, tu pense juste business. Puis les programmes d'études ensuite, parce que je veux dire, si tu offres 18 programmes d'études, il y a bien des gars que, hey, je voudrais aller jouer à Bishop, je voudrais aller jouer à Mount Allison, ils offrent pas le programme qui m'intéresse pour ce que je veux faire dans la vie. Là. Fait que, ben, je peux pas aller jouer 100%. Là. Pour certains, je vais aller jouer ailleurs, puis pour d'autres, je vais arrêter de jouer au football. Tu sais, peut-être que j'aurais pu aller jouer dans ces écoles-là, mais je vais arrêter de jouer au football parce que je peux pas poursuivre mes études dans ce que je veux poursuivre mes études. Ça a un énorme impact versus les grosses universités avec tous les programmes possibles. Exact, non. On n'a pas, malheureusement, là, on n'a pas ingénierie, on n'a pas droit, on n'a pas médecine, on n'a pas prof d'éduc, on n'a pas beaucoup de trucs, tu sais, le gars de foot moyen dans lequel il s'inscrit. De l'autre côté... Donc ta mère est triste parce que là, tu n'étudies pas en droit, finalement. 100% déçu de mes choix de vie. Non, je suis sûr que tu fais des bons choix de vie. Ah ben oui, non, regarde, j'espère que ta mère le pense aussi. Ma mère m'a vu cet été, je suis allé en France, puis j'ai pu faire sideline reporter. C'est comme mon premier gig officiel à la télé. J'ai fait sideline reporter pour la finale française de football américain. Donc l'équipe de Léo, entre autres, contre les Blue Stars de Marseille. Exact. Ok, nice. Dont un Québécois qui jouait dans l'équipe. Puis ma mère, tu sais, je l'ai envoyé le lien, puis ma mère l'a mis à la télé. Puis ça a comme crédibilisé maintenant ce que j'essaie de faire pour elle. Parce que, tu sais, mon fils est à la télé, puis c'est pas lui avec le ballon qui se donne des commotions. Non, c'est lui qui parle, genre. Lui va être capable de parler tout le long de sa carrière. Là. C'est ça, voilà. J'aimerais ça en suivant là-dessus, qu'on parle de la suite, peut-être des choses pour toi avec tes réseaux sociaux et tout ça, parce que je me souviens, moi, quand j'étais à l'université, même au cégep, je m'étais fait parler de développer ton brand. T'es ton propre brand, développer ton brand. Puis j'ai l'impression que c'est ce que tu fais déjà depuis quelques années à travers Instagram, TikTok, ce que tu fais sur le podcast. Puis tout ça, comment ça se passe pour toi dans le vestiaire? Parce que moi, ce que je me souviens, c'est comme dans un vestiaire, tu fais un post sur Instagram, là, puis des fois, tu te fais écœurer parce que comment, toi, ça se passe pour ça? Est-ce que tu avais déjà commencé, puis là, tu le fais avec quelqu'un de déjà crédible, ça te rend la vie plus facile, ou c'est quand même un challenge pour toi? Parce que l'autre chose, c'est qu'on a fait une présentation dans un groupe qu'on coachait cette année sur le personal branding pour les joueurs de foot, puis les gars sont juste pas à l'aise de le faire, ils ont peur de l'opinion, du jugement des autres, ils ont peur de se faire juger. Ils ont peur d'avoir l'air de try hard, puis comment toi, ça, tu le vis? C'est une excellente question. Au début, justement, c'était pour vraiment dire à quel point c'est pertinent ce que vous dites. Au début, c'était ma plus grosse peur. C'est comme je disais tout le temps à Léo, entre autres, là, parce que c'est avec lui que je faisais la majorité des projets. Je disais, j'ai comme un syndrome de l'imposteur. Genre, tu sais, tu me dis, j'en ai qui fait un story et promouvoir le podcast, mais je me sens comme, genre, que j'ai pas le droit de faire ça. Tu sais, la première fois que j'ai chargé pour train un kid, j'étais comme, parce que j'ai toujours, don't get me wrong, depuis que même à Vanier, quand j'étais pas starter, il y a des gars qui me disaient « Hey Nick, je peux-tu train avec toi? » J'aime la manière que tu approches la position, mais c'était tout le temps gratuit. Puis là, la première fois que j'ai chargé cet été, j'étais comme « Puis tu sais, j'ai eu la chance de le faire à Montréal et en France. Mais en gros, c'est juste de... Bon, deux choses. Un, on a commencé avant que je commette à Bishop. Fait que déjà, Léo, il est unapologetic. Fait que lui, il arrive, il s'en calisse, ok? Il a sa personnalité. Moi, je suis là. Fait que ça aide vraiment. Je pense que ça vient de l'arrogance un peu française, ok? Je me permets de dire ça. Les Français, ils s'en calissent. Ils font leur shit. Ça, c'est un truc que les Québécois, on pourrait peut-être faire un peu mieux, même si je pense qu'en général, on est vraiment plus sharp qu'eux. En général. Ouais, c'est ça. Les Français sont un peu comme, tu sais, quand on dit les Américains, je pense que je disais ça à Marc avant qu'on commence à record. Pour moi, les Français, c'est les Américains de la francophonie. Dans le sens que les Américains sont centrés sur eux-mêmes. C'est les plus gros producteurs de culture en anglais. Ils savent même pas trop ce qui se passe ailleurs. We're number one. Classe. Exact. Les Français proclament les rois du monde. Exact. Les Français sont un peu comme ça, mais dans le monde de la francophonie. Si tu me permets, fait que Léo, quand il est arrivé, il s'est jamais posé la question, là, en tout cas, peut-être plus jeune, mais au moment où il est arrivé à Momo avec sa caméra, là, il n'a pas hésité une seconde que s'il avait le droit de filmer ou si c'était correct. Il a peut-être demandé au coach avant, mais nous, ça apparaissait pas. Il était comme,
je fais mes shit, si vous vous moquez de moi, je m'en fous, tu sais, je vis de ça, genre. Puis ça, c'est contagieux. Fait que déjà, ça m'a aidé. Là, l'été qui a suivi, l'hiver qui a suivi, on a fait les visites ensemble, tout ça. L'été qui a suivi, on a train ensemble, on a parti une genre de série où on s'entraînait sur son YouTube. Puis ensuite, je suis parti en France, puis on a fait plein d'affaires là-bas. Et donc, quand je suis arrivé à Bishop, les gars, surtout à Bishop, il y avait quand même une petite communauté de joueurs français. Puis les gars, ils m'avaient déjà vu sur les réseaux sociaux de Léo, ou même sur les réseaux sociaux de leur ami en France qui filmait « Hey, c'est un Canadien, il joue dans ton université ». Fait que je suis arrivé à Bishop, les réseaux sociaux m'ont aidé à m'intégrer. Parce que j'arrivais, je connaissais pas un gars. Puis il y a un petit groupe de Français qui était comme « Hey Nick, t'es un des nôtres ». Ils m'ont ajouté sur le groupe, je te jure, ils m'ont ajouté sur le groupe chat. Jusqu'à aujourd'hui, je suis sur le groupe chat des Français de Bishop, genre, je suis pas français. Tu sais? Fait que déjà, ça a aidé parce que ça crée comme un petit groupe d'amis initial avant même que je rencontre les autres. Puis ensuite, est-ce que c'est pour ça que t'as le drapeau français sur le dos, sur ton photoshoot de Bishop, man? C'est un inside, man! C'est quoi? Marc, tu veux-tu lui dire? T'as pas vu mon message, man? Non, man, mon iPhone il est mort. C'est un drapeau haïtien. Oh! C'est pas... je voulais garder ça off-air. J'en ai parlé à Nick avant le record. J'ai envoyé ça. Arrête pas, là, le drapeau il est tout plié. C'est vrai, pour sa défense à barre, rouge. le drapeau il est plié, puis il y a des couleurs similaires. C'est vrai. C'est vrai. Je t'ai parlé parce que Bab, je te l'ai écrit quand j'ai vu la photo. Peu importe. Là, je l'ai parlé à Nick, puis je dis, on n'en parlera pas en air parce que je veux pas le mettre en spot comme ça. Je suis pas mal sûr. C'est ça, j'allais dire. Je te laisse faire ton été. Mais fun fact par rapport au locker room, ok? Tu sais, vous m'avez demandé le vibe dans le locker room. C'est sûr que des fois, mettons que si je suis en retard à quelque chose, ok? Là, on se niaise dans un locker. Fait que là, ça va, ah ouais, il faisait une entrevue. T'sais, les gars vont me niaiser, mais c'est bon enfant. Puis, et de l'autre côté, un petit truc que j'ai remarqué qui est cocasse, quand Léo vient, parce que Léo vient à chaque année depuis, il y a plein de mes coéquipiers qui lui parlent du pod et tout. Puis là, Léo, il vient me voir, puis il est comme, hey, tu sais que lui, il écoute le pod. Puis je réalise, il y a certains gars qui osent pas m'en parler, I guess, parce qu'on est coéquipiers, mais ils en parlent à Léo. Ils sont comme, hey, c'est sick quand vous êtes allé faire ça, c'est ça. Puis, fait que moi, je le vis pas tant que ça. Il y a quelques gars qui me supportent de fou, puis qui viennent me voir, puis qui sont comme, Big, vous avez interviewé Ben Saint-Just, what the fuck? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Puis là, je suis comme, ah, l'épisode sort dans 2 jours, t'inquiète, puis je vais te l'envoyer en avance, ou whatever. Puis sinon, on m'en parle pas, mais les gars en parlent beaucoup à Léo. Fait que finalement, ils écoutent. Fait que mais je me fais pas écœurer, là, du tout. Non. J'ai posé la même question à Massy qui travaille avec MVP avec nous. Puis des fois, de te mettre en dehors sur les réseaux sociaux, il y a moyen que ce soit un petit peu vulnérable puis tout ça. Puis j'ai demandé s'il se faisait écœurer parce que, man, j'entends tout le temps des affaires. Là. Mon frère jouait à Saint-Jean, puis il se faisait écœurer, il mangeait quelque chose, puis là, les gars disaient des trucs MVP, puis là, sinon, il y a comme un gag autour de MVP dans plusieurs équipes, là, comme des gars qui se fait coacher par nous, amène un repas, MVP, ça, c'est pas MVP approved, des affaires comme ça. Puis j'en parlais à Massy. Toi, tu devrais te mettre sur MVP, man. T'es all shape. Sur le field, j'ai entendu ça. Il y a des gars qui étaient comme, tu diras au boy d'engager MVP, man, t'es trop fat. Wow. Mais ça, c'est bon. Ça veut dire que vous êtes présent. Tu sais, genre, vous dites ça, mais c'est vrai, man. Là que j'y pense. Tantôt, je suis au Costco avant qu'on record. Puis j'ai croisé mon QB qui était malheureusement blessé à la game. Ouais. Justin Quirion. Puis je sais que Justin Quirion, il suit, il est rentré dans un des programmes d'MVP nutrition performance, je suis pas sûr, mais je sais qu'il est sous MVP. Puis j'allais me prendre un hot dog au Costco. Parce que tu l'as vu. Parce que tu l'as vu. Ouais. Ben, good stuff, man. Je suis content que t'aies pas mangé ton hot dog du Costco, man. Mange pas ça. Voilà. J'étais vraiment down pour un petit hot dog du Costco. Tu sais, c'est tentant. Tu viens de faire en plus, j'ai acheté mon poulet, j'ai acheté des légumes. Je suis quand même un petit hot dog. Fait que, mais tu sais, est-ce que, pour moi, ça, c'est bon enfant. Tu sais, si c'est une équipe de foot, on va toujours se niaiser. Puis si on niaise sur quelque chose que tu fais de positif hors du terrain, ben, tant mieux. Après, ça se peut que finalement, les gars, ils essaient de m'écœurer, mais moi, je le vois tout le temps comme je vous dis, quand j'arrive en retard, des fois, on fait une petite blague par rapport au fait que je suis en train d'interviewer et puis on nomme quelqu'un de farfelu, genre, il était avec le président, genre, c'est pour ça plus cher. Mais sinon, c'est pas quelque chose, tu sais, qui te met des freins ou que quelqu'un qui voudrait le faire devrait dire, oh non, je le ferai pas parce que je vais me faire écœurer ou whatever, là, comme. Oh non, j'espère pas. Genre, moi, ça me fait aucun frein puis j'espère que ça n'en mettrait pas à quelqu'un d'autre parce que à la fin de la journée, ces mêmes gars-là
puis moi je l'ai pas vécu, mais mettons qu'ils veulent vraiment te niaiser négativement, le jour où tu interviews quelqu'un qu'eux ils respectent, ça va être l'inverse. Genre, moi je suis vraiment chanceux parce que mon head coach il a toujours été vraiment compréhensible pour ça. Puis ça, moi, c'est ça qui me stressait. C'était le foot, c'est tellement traditionnellement comme by the book, là, puis on fait certaines choses d'une certaine manière depuis toujours. Puis ça me stressait que mon coaching staff soit comme t'es une distraction, whatever. Au contraire, genre, mes coachs, ils me disent genre là, surtout depuis Ben, là, qu'on a eu un joueur NFL, mes coachs sont comme what the fuck, comment vous avez géré ça, puis sont comme vraiment contents pour moi, genre, fait que mais vous avez probablement les médias les plus nice en tant qu'équipe au Canada, là. Je veux dire, avec ce que Zivat fait, puis les clips, puis les media day, puis toi, ce que tu fais, vous êtes l'équipe, à mon avis, la mieux médiatisée de l'interne. Je veux dire, vous avez peut-être pas l'exposure que Laval a dans les journaux locaux et ainsi de suite, mais d'un point de vue média sur les réseaux sociaux, tout ça, ce que vous faites, c'est insane, là. Je vois les photoshoots de gars dans les rivières, man, puis des affaires de malades, là. Un gros merci. Sur le field de l'hiver, man. Ouais, un gros merci. Je veux pas prendre le crédit. Je suis sur le petit comité Instagram avec René Zivat puis Damien Chou. Donc René Zivat, un no-linebacker, puis Damien, un no-O-line. Damien s'occupe de tout ce qui est graphique, donc tout ce que vous voyez comme graphique. À l'époque, c'était un ancien joueur qui s'appelait Ryan Oswick. Il est plus avec nous. Maintenant, c'est Damien. Zivat, c'est vraiment le mastermind derrière l'Instagram. Puis moi, je suis si c'était comme une business, là, je serais consultant. C'est genre parce que je suis quand même, tu sais, à travers Léo puis d'autres comme Samy qui était venu faire un mic-top de moi un match. J'ai comme... Ouais, c'était vraiment sick. J'ai beaucoup de connexions, de gars qui peuvent nous amener leur opinion et tout. Puis aussi, j'aime faire des petits clips quand je peux, mais c'est 100% Zivat, là. C'est son bébé, c'est son matériel, c'est son temps. Il fait ça 100% gratuitement. Puis on n'a pas... j'ai toujours pensé que la page était gérée comme par... Player ran. Professionnel, là, c'est non, 100% player ran. On prend chaque fois là, dans le groupe chat, OK, qu'est-ce qu'on poste aujourd'hui ou qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis on essaie de compete visuellement avec genre le Carabin, qui a une équipe de communication à temps plein qui gère ça professionnellement. Puis nous, genre, Zivat, parce qu'il joue, man, il doit donner sa caméra à un joueur blessé ou non habillé, lui expliquer comment filmer vite fait. Puis après, c'est genre lui qui édite ça après le match. Les jours, tu sais, quand on prend l'avion, Zivat, il sort de l'avion avant nous, il sort du bus, il sort la caméra, tout. Puis là, pendant le vol, il édite la photo sur son iPad pour que quand on land sur l'autobus voyageur, il fait les pics de departure, genre. C'est ridicule. Engagez-le, man. Engagez-le direct, man. On n'a pas... C'est un autre Européen, Zivat. Ouais, Zivat, c'est un gars qui vient de... Je vais pas dire n'importe quoi. Il est né en Belgique, mais il est flamand. Voilà. Néerlandais, il est néerlandais. Puis, faut que tu me dises la vérité, Nick, parce que j'ai checké ton clip de Mike Top. Tu mets de la sauce ou tu parles comme ça? Ok, en vrai de vrai, soit je parle pas, soit je parle comme ça. Il y a pas d'entre-deux, genre. Puis là, ça tombe... Tu sais, eux, ils savaient pas que j'étais Mike Top. Mais ils ont commencé à m'insulter toute la game. Hey, TikTok! Hey, YouTube! Vraiment. Fait que en plus, je suis Mike Top. Samy me regardait comme... Let's go, c'est le temps. Parce que, il entendait tout ce que je disais. Lui, il était plugué direct, là. Ouais, il entendait tout. Okay. C'est pour ça c'est ça qui est, genre, emmené dans le clip. Je dis genre, hey, Samy, tu sais, je lui parlais, genre, parce qu'il me disait, Nick, parle-moi, ça va être plus simple. Parle pas à un crowd, parle à moi. Il y a une vidéo qu'on le voit que c'est ça, tu y expliques quelque chose quand t'es de retour sur le sideline ou quelque chose comme ça, là. Exact. C'était fucking nice. C'est-tu légal de faire ça? Parce que je sais qu'à un certain point, c'était pas légal d'avoir un certain écouteur pour entendre ce que les coachs te diraient ou whatever. Ou... Si c'est légal, on l'a pas fait. Je t'ai menti, c'était pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est un edit. C'est un vidéo edit. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Parce que techniquement, je sais qu'on n'a pas le droit de mettre le mic sur les QB. Parce que techniquement, le OC pourrait dire tourne à gauche, genre, tu sais. Mais regarde. Personne qui a vérifié. Mais toi, tu parlais de toute façon, t'entendais rien, là. T'avais un mic. Exact. Oui, 100%. Moi, je pouvais... C'est vrai. T'as tout à fait raison. C'était inversé. Fait que moi, je parlais, puis lui pouvait m'entendre, mais moi, je pouvais pas l'entendre, lui. Ah, donc c'est sûr que c'était légal. Sauf vous l'avez fait. Voilà. Laissez-moi mon scholarship. S'il y a quoi que ce soit, tu le dis, on va le connaître. Non, t'inquiète. Après moi, je vois pas pourquoi c'était illégal. Anyways. S'il y a quelqu'un d'autre qui joue live, là, U-Sports ou collégial, qui veut s'y mettre comme toi, qui veut commencer à build son personal brand, que ce soit à des fins pour
devenir vlogueur ou juste pour commencer à bâtir du capital d'attention, comme c'est quoi le roadmap ou qu'est-ce que tu lui dis de faire? C'est une bonne question. Je sais pas si j'ai le roadmap parce que si je l'avais, je pense que je serais plus gros que je suis aujourd'hui. Honnêtement, trouver quelque chose qui te passionne assez pour que tu aies envie d'en parler. Genre là, ça fait quoi? Ça fait 1h30 qu'on parle, puis j'ai l'impression qu'on parle depuis 5 minutes. Genre, c'est vraiment le fun. Genre, on aborde des sujets vraiment cool, puis c'est juste un bonus qu'il y a du monde qui veut écouter les sujets qu'on aborde. Je pense que c'est un peu la même chose pour vous. Genre, je pense, Bam, t'as toujours été comme vraiment into fitness. La manière que je t'ai découvert, c'est ton road to genre le 40-yard dash. Parce que c'était ma préparation. Exact. C'était ma préparation East-West. Puis je t'avais follow, puis j'ai like parce que j'étais comme, oh shit, genre, c'est trop bien, je vais suivre ce qu'il fait. Mais je pense pas que t'as créé ça pour juste les réseaux sociaux. C'est comme quelque chose qui t'intéressait, tu t'es toujours posé la question, puis tu te dis, ben, tant qu'à être, je vais le mettre sur les réseaux. Moi, c'était un prétexte un peu, en fait. So, il y a cette idée-là qui me trottait dans la tête parce que on n'avait jamais... à l'Université Laval, on testait jamais le 40-yard dash. Je me doutais puis je pensais avoir une certaine vitesse linéaire on field puis je voulais voir jusqu'où je pouvais vraiment aller puis la comparer avec un 40-yard dash. Puis en même temps, là, je commençais à coacher plus online. So, ça s'est fait comme ensemble. Voilà, puis Marc, j'ai écouté un de vos premiers épisodes. T'as toujours été un gars au foot qui était comme axé sur sa nutrition. Tu t'es auto-proclamé un crinqué. T'as Puis fait éventuellement, genre, t'as réussi. Ben oui, comment? J'ai un podcast ici. Puis t'as réussi par monétiser ça, si tu veux, puis peut-être en vivre. C'est pas mes affaires, mais aujourd'hui, genre, on est assis en train de discuter sur une plateforme que les gens vont vouloir écouter parce que vous avez parti ça de vos passions à la base. Fait que si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est ça, c'est trouve ta passion, puis peu importe que tu sois athlète, que tu te dis, ah, moi, je vais aller corporate, whatever, on est de plus en plus dans une société où c'est facile de créer du contenu, c'est accessible, puis ça, tu pourras le leverage, peu importe, genre, ça peut pas être négatif, à part si tu fais des conneries sur Internet, mais ça peut que t'amener du positif. Puis pour moi, ça m'amène des outils genre si finalement ça marche pas, je deviens pas commentateur sportif je réussis pas à vivre du contenu que je crée, ben, j'ai quand même acquis des choses en développement personnel, travail sur moi-même, des trucs sur la production de contenu. Que de tondre la pelouse durant tes off-season. Voilà. Puis, dernier petit truc, si je peux dire, ne pas acheter du matériel super cher pour rien là au début. Des fois, on est trop fixé sur le commencement. Genre, comment je commence? Ben, juste commence. Parce que là, le mic que j'utilise quand je fais les clips avec Bishop, il coûte 40$. Ce micro-là, il coûte 30$. Ce stand-là, il coûte 29,99$. Tu sais, c'est comme, on n'a pas besoin d'avoir le meilleur matériel. Ça va venir avec le temps. Ta caméra, c'est ton téléphone que tout le monde a. C'est ça que tu me disais aussi avant le record. Exact. Ouais, en ce moment, dans le fond, si tu as un MacBook puis un iPhone, tu peux comme dire à ton MacBook que tu veux que ce soit ton iPhone qui filme. En ce moment, sur un petit stand que j'ai acheté sur Amazon, il y a mon iPhone derrière mon écran qui me filme la caméra arrière. C'est comme une webcam, là. Exact. T'as pas besoin d'une webcam à cette heure, là. Ouais. Mais... Exact. T'as pas besoin d'une caméra qualité qu'une webcam. Ouais. Non. Voilà. J'aurais tellement dû le faire avant, man. Comme, je me remets à l'université ou même au cégep quand je faisais déjà tout ça. Je suis convaincu que je serais pas au même endroit où on serait plus connu ou peu importe si j'avais commencé à builder ce brand-là comme 10 ans plus tôt. Tu sais, réellement, il y a 10 ans, c'est là où j'ai engagé mon premier coach, je faisais mes premiers meal plans, tu sais, des fois, je mettais des photos de moi au training parce que mon coach entraînait, mais that was it. Mais avoir su, c'est vraiment quelque chose que j'aurais commencé à faire avant. Comme tu dis, t'as absolument rien à perdre et tout à gagner. Là. Je veux dire... Exact. On ne savait pas, puis c'est une nouvelle réalité aussi. Tu sais, nous, c'était pas absolument. si actuel là, dans notre temps. Même quand on était à l'université, là, on avait IG, mais c'était pas tant axé, c'était pas aussi diversifié. Là. Moi, perso, sur mon IG à l'université, ce que je voyais, c'était des photos que le monde mettait là, pour le monde, vie personnelle. Ouais. Oui, c'est genre leur chat. C'était pas... Il y avait rien de sérieux, là. Non, c'est sûr, c'est à l'air du temps, faut pas... Ah, excuse-moi, Marc. Non, je te laisse aller, excuse. Ah, c'est à l'air du temps, puis tu sais, tu pouvais pas, je pense pas qu'il faut
se taper les doigts parce on n'a pas commencé ça avant, tu sais, dans la vie, les choses arrivent quand elles arrivent. Puis, mais pour revenir à ce que Marc disait, oui, si un jeune écoute en ce moment puis il hésite, part tout de suite parce que tu n'auras jamais autant d'opportunités que tu as là, genre dans le sens que moi, je suis à l'université en ce moment, fait que j'ai beaucoup de temps libre, tu sais, autre que le foot, puis l'école, j'ai pas encore ma job à temps plein, puis j'ai des accès que j'aurais pas, genre, tu sais, des game day vlogs, par exemple, où on prend l'avion, c'est fou, ça, puis c'est pas comme ma carrière va être finie que je vais m'asseoir puis en parler, genre, c'est le temps de le filmer, tu sais, puis même chose pour Léo, comme Léo, en ce moment, il y a pas d'hypothèque, oui, il y a une copine, mais il y a pas de famille puis d'enfants, fait qu'il peut voyager au milieu de l'année puis suivre l'équipe pendant 2 semaines, tu sais. On peut partir au milieu de mon bye week à Washington pour rencontrer Ben Saint-Just avant son match, puis faire une entrevue avec lui pendant 2 heures. Fait que c'est ça. Puis si j'avais commencé au cégep, j'aurais eu encore plus de temps, tu sais. Si Good stuff. Voilà. Pour conclure, Nick, what's next for you? Tu sais, là, tu nous as parlé des West l'an passé. Là, l'objectif pour toi, c'est quoi? Est-ce que tu veux une shot CFL? T'en vas-tu au Combine? Probablement que tu vas le savoir après la saison si t'es invité au National, si t'es invité au Regional. Est-ce que pour toi, c'est le football en Europe pour aller faire quelque chose là-bas? Est-ce que c'est tu sais, d'être commentateur sportif ou football first, tu verras ensuite? What's next pour toi? Dans le fond, là, moi, je gradue en automne prochain. Mais j'ai pris normalement j'étais 2025 dans la draft, puis je viens de décider, là, il y a un mois, il fallait envoyer à la CFL. J'ai décidé d'être dans la draft 2024. Donc, à court terme, là, c'est si on peut, le what's next, ça serait un Lonely Bowl. Okay? Ouais. Non, avant ça, c'est finir cette saison puis d'avoir le Lonely Bowl. Ça, c'est vraiment important pour moi. Ensuite, une apparence en demi-finale canadienne, puis rendu là, ça, c'est un bonus, tu sais. Si possible, gagner cette demi-finale canadienne à la Coupe Vanier. Ensuite, c'est sûr que j'aimerais tenter ma chance au draft. J'ai pas la prétention de penser que j'ai le talent ou l'athlétisme pour jouer en CFL. Mais je vais pas m'empêcher de prendre ma shot. Fait que si on m'invite à un national, ben on va aller à un national. Si on m'invite à un régional, je vais tout faire pour aller à un régional. D'ailleurs, je vais peut-être vous mettre en spot sur le pod, mais je cherchais un trainer pour ma préparation à la draft. Fait qu'on pourrait peut-être discuter de ça parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. J'allais te lancer une idée, moi je te dis, on s'organise quelque chose. On s'organise quelque chose, on fait let's go, let's do it. Après la draft, je m'ouvre la porte pour décider si je veux revenir au foot l'automne prochain. Dans tous les cas, je vais être sur le campus. Mais est-ce que c'est sûr que je vais jouer? Je sais pas. Je vais vraiment prendre le temps de décider ça à tête reposée. Je fais tout cette année comme si c'était ma dernière année. Si l'automne prochain, je décide de pas jouer au foot, j'aimerais bien aider à coacher. Il y a Champlain-Lennoxville sur le campus, il y a Cégep de Sherbrooke pas loin. On verra si quelqu'un a besoin de mes services de coach de receveur, ça me ferait vraiment plaisir. Continuer à travailler sur mes projets sur le côté, mais maintenant avec beaucoup plus de temps sans football, tu sais. Parce que là, il y a plein d'opportunités cette saison que j'ai dû dire non. Des trucs que moi et Léo on se fait inviter, ou des fois, je vais être très honnête, je me fais inviter juste par l'extension de Léo parce qu'il aime beaucoup travailler avec moi et que je peux pas aller. Là, je peux faire un exclusif à votre podcast. On s'en va à Londres. Je viens de recevoir les billets là. On s'en va à Londres pour la game NFL en tant que média. Ça, c'est vraiment cool. Mais ça tombe juste que j'ai un bye week. Là. Si j'avais pas de bye week, je pourrais pas y aller. Là, la vie fait bien les choses des fois. Man. Ouais, fait que ça, c'est super cool. Puis, c'est ça. Après l'automne 2024, donc, c'est printemps 2025, right? Après l'automne. Ouais, parce que j'aurais gradué, j'aurais déjà fait la draft CFL derrière. J'aimerais bien aller faire une petite saison en Europe, puis faire des épisodes du podcast là-bas. Ouais. Ça a l'air tellement trippant d'aller jouer en Europe, là. Moi, vous êtes encore jeune, là. Va un petit peu. Tu devrais aller faire ça. On fait un comeback. Tu me dis, j'ai les contacts en Europe. On se monte un tape, on se fait un combine, puis moi puis Marc, on fait un comeback. Voilà. Puis pour finir, après cette saison en Europe, pourquoi pas devenir, idéalement, là, j'aimerais vraiment ça, parce que je l'ai vécu là-bas, pouvoir être commentateur. La NFL commence à être gros là-bas. Il y a des équipes des chaînes télé qui achètent les contrats. Si je pouvais être commentateur sportif là-bas, la moitié de l'année, peut-être l'autre moitié, faire du commentary sportif au Québec, j'aimerais vraiment ça, parce que les saisons sont décalées. Dans le sens que je pourrais être commentateur sportif CFL ou universitaire, tu sais, remplacer Charles-Antoine quand il prend sa retraite, mettons. Je dis en blague, puis au printemps, faire la saison de l'ELF. Ouais. Tu sais, la Ligue européenne de foot. Fait c'est ça. Sinon, j'aurai mon diplôme corporate, je pourrais toujours retomber là-dessus si jamais le projet fonctionne pas. Good stuff. Honnêtement, j'ai tellement aucun doute que tu vas avoir du succès là-dedans, man. Parce que
j'ai écouté les podcasts, je te rencontre aujourd'hui officiellement. Là, ceux qui savent pas, on se connaissait pas avant aujourd'hui, on s'est pas vu après la game. Il y en a qui sont partis vite après la game, on s'est pas croisés sur le field. Moi, je suis parti très vite. Je pense pas que c'était le temps de se rencontrer. Très vite. Ben man, je voulais te féliciter parce que une des choses, je sais pas si tu le faisais avant de te mettre sur les réseaux sociaux, sur le podcast, sur YouTube, mais tu t'exprimes super bien. Puis je pense que c'est le premier frein pour beaucoup de gars qui veulent faire ça, faire du commentaire sportif. Tout jeune rêve de le faire. Écoutait Pierre Vercheval, écoutait tous les gars, mais si tu t'exprimes pas bien, t'auras pas ta job, même si tu connais ton football. Ouais. Puis toi, tu sembles vraiment connaître ton football, si tu t'exprimes bien. Fait que je voulais te féliciter pour ça. Puis on va absolument suivre la fin de votre saison. Honnêtement, moi je suis un Bishop fan juste du fait qu'on coach autant de gars dans l'équipe, puis d'avoir vu la game, c'était vraiment nice. Fait que... Ben merci beaucoup Marc, merci Bam aussi. C'est vraiment gentil les kind words, je le prends vraiment à cœur. Puis merci à vous pour l'invitation. C'est vraiment cool votre plateforme, comme je dis, genre j'ai vu l'impact que vous avez eu sur certains de mes coéquipiers et que ça a comme trickle down sur l'équipe en entier, même sur moi, comme je vous dis, j'aurais jamais pris une petite coupe de sel avant de boire mon eau. Je trouve ça dégueulasse, mais c'est vrai que je me sens mieux hydraté après. Écoute, je sais pas qui t'a dit de prendre la scoop de sel direct, mais tu peux la mettre dans ton eau avant de boire aussi. Je sais, mais tu connais les gars. Dans ta bouche. Moi, j'ai jamais conseillé ça à personne. Peut-être Marc, mais pas moi. Tu connais les gars, c'est comme la créatine, mettons. Tu la mets dans ton eau, mais tout le monde fait... On part un trend. Le plus fou dans tout ça, Salty dry scoop. Le plus fou dans tout ça, c'est que d'un point de vue hydratation, t'es vraiment mieux de comme le mélanger dans de l'eau puis le boire plus tranquillement. Anyways, now you know. Ah, fuck. Ok, c'est bon. Non, mais on part un trend, Marc, c'est le salty dry scoop. Tu m'embarques pas là-dedans. Ok, parfait. Bon, ben, j'arrête la soupe de sel. J'aimais pas ça de toute façon. Cool. Good stuff. Hey, merci mille fois. Merci à tout le monde qui se sont rendus ici sur l'écoute. C'est peut-être notre podcast le plus long ou définitivement top 3. Fait que, désolé, je parle beaucoup. Peace. Merci les gars, ciao. Donc, si vous êtes rendus jusqu'à la fin, gros merci. C'était un long épisode. Je ferme pas ma gueule, apparemment. Encore merci à Marc et à Bam. C'était vraiment cool. C'est la première fois que je suis sur un podcast qui n'est pas le mien avec Léo. Donc, c'était une expérience vraiment cool. Je vous invite à aller regarder leurs produits MVP Performance, MVP Nutrition, puis suivre tout ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Et si jamais vous vous intéressez un petit peu, vous pouvez aller voir le Sans Stress podcast où je fais des épisodes comme celui-ci avec mon partenaire Léo Sartel. Et mes réseaux, c'est 7 semaines sur Instagram. 7 S-E-M-A-I-N-E, pas de S. Merci.